Bienvenue sur le podcast qui forge ton mind. Aujourd'hui, on est avec Robert Arbour. Robert, je pense que je vais te laisser t'introduire, puis après ça, on ira partir de là. Merci beaucoup. C'est très, très simple. Moi, Robert Herbeau, c'est un professeur d'arts martiaux depuis de nombreuses années. Puis, il vit de sa passion. C'est simplement ça. Puis, depuis combien d'années, en fait? En fait, j'ai commencé en 1957, si ça peut te donner une idée de mon âge avancé. C'est ça. Depuis 1957, j'ai fait du judo. J'ai commencé l'aïki à 40 ans. Et puis, j'ai maintenant 70 ans. Donc, ça fait quelques années. Mais c'est quelques années de plaisir, des années de plaisir. On a eu la chance de parler un peu avant qu'on commence l'épisode. Tu parlais que tu avais des projets, justement, là, de faire des capsules. Tu disais le prof. Oui, en fait, les chroniques du prof, c'est un projet qui est né en temps de pandémie. J'avais rien à faire. Et c'est la première fois quand on est tombé en pandémie, c'est la première fois depuis que j'ai 16 ans peut-être que j'ai arrêté plus que quelques semaines, plus que 3 ou 4 semaines. J'ai trouvé ça très très long. Et puis je voulais simplement continuer mes cours de judo. Fait que j'ai décidé de faire des chroniques sur tel ou tel sujet. Fait que j'abordais un sujet, je donnais mon avis, et puis je mettais ça sur Facebook. Et puis c'est né comme ça. Et à force d'en faire, ça m'a obligé à relire mes notes, à relire mes livres, pour pas dire de bêtises, parce qu'évidemment, quand on met des choses sur Facebook, tout peut se vérifier. Il ne faut pas être loin de la vérité. Ça m'a obligé à faire ça. J'ai trouvé ça un exercice très, très intéressant. Puis je vais continuer d'en faire. Puis là, je vais plus les articuler. Je vais faire je savais pas ça. Quand on commence, on sait rien. Je savais pas qu'il fallait faire des textes, des scénarios pour savoir où est-ce qu'on s'en va, pas se répéter, etc. Fait que j'apprends sur le tas, mais c'est le fun. C'est plaisant. Ouais. On a du plaisir. Puis, c'est le fun à un âge Avancé, il faut le dire, avancé. il faut le dire, Oui. il faut le dire, ben oui. Euh, que tu oses embarquer dans un projet qui est nouveau comme ça aussi. Puis j'imagine que ça doit partir aussi pour avoir fait un peu d'arts martiaux puis différents styles, quand tu arrives puis tu es débutant, je pense que ça t'apprend ça aussi souvent, l'humilité de commencer quoi que ce soit, puis juste savoir que ben, c'est correct d'être débutant, puis même que c'est une des meilleures choses d'être débutant parce que tu rouvres la porte à l'apprentissage. Ben, en fait, il faut garder son esprit ouvert. À mon âge, façon de parler, là, mais il faut garder l'esprit ouvert, première des choses. Euh, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, parce que sans ça, on en est déconnecté. Souvent, les personnes âgées disent ah, ben, je ne sais plus comment ça marche. Ouais, ben, intéresse-toi aux gens, intéresse-toi à ce qui se passe autour de toi, puis peut-être qu'on va s'intéresser à toi aussi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que moi, j'ai travaillé au cégep. J'ai été au cégep de Trois-Rivières pendant 40 ans. J'ai enseigné pendant 40 ans au cégep. Ça m'a permis de connaître, de vivre avec des jeunes toute ma vie. Toute ma vie. Et ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont extrêmement intéressants. C'est extrêmement intéressant euh, de voir, ils sont intelligents, les yeux brillants, sont décidés. C'est une belle jeunesse. Fait que ça m'a permis de garder mon esprit jeune. Euh, voilà, c'est simplement ça. Et puis chéri. En fait, Socrate disait que si je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Et c'est ça même dans les arts martiaux, plus tu en fais, moins tu en sais. Parce que c'est insondable, ces choses-là. Mais c'est même dans tous les arts. Hein. C'est même dans tous les arts, la musique, que ce soit la musique ou les arts martiaux ou l'informatique. C'est insondable, ces choses-là. Fait que c'est plaisant. Fait que ça nous donne des choses à faire puis garder notre esprit ouvert aussi. Oui, parce que ça doit avoir été quand même difficile de te retrouver pour la première fois depuis l'âge de 16 ans à ne pas être dans un dojo, là. En fait, c'était un deuil. C'est encore un deuil parce qu'on n'est pas encore ouvert. C'était un deuil. J'ai participé on a participé à différentes activités avec la fédération parce que je suis encore impliqué dans la fédération beaucoup. Mais c'est pas comme ça, être sur un tapis. C'est vraiment pas comme être dans mon élément, dans le dojo. Parce que le plus il faut servir à quelque chose. L'important dans la vie, c'est d'être utile à la société et d'être utile au monde qui t'entoure pour les bonnes raisons. Puis c'est ça que la pandémie m'a obligé à vivre.
fallait que je me trouve un exutoire, il fallait que je participe à quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose de positif. Pas juste se plaindre, mais d'essayer d'intéresser des gens, parce qu'ils sont dans le même bateau que moi, là, ils s'ennuient, les autres, avec. C'est pour ça que j'ai fait ça. Nice. On a vécu un peu la même chose. En fait, je vais parler pour moi, mais ça a été la même chose. Je me suis dit, tu sais, si le centre d'entraînement est fermé, qui est-ce que je suis et comment je rends service? Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, hein? L'identité, ça vient nous chercher dans notre identité profonde. Moi, j'ai un professeur d'art martial. Est-ce que je suis juste ça? Il a fallu que je me pose la question, est-ce que je suis juste un professeur? Ben non, je ne suis pas juste un professeur d'arts martiaux. J'étais un père de famille, j'étais un grand-père, j'étais un mari. Mais il a fallu que je me redéfinisse. Puis, ben, ça fait partie de la vie, ça. Mhm. Mais aussi, tu sais, t'es enseignant. Je pense que c'est pas juste un professeur d'arts martiaux, puis je l'ai vécu aussi avec le gym. Oui, on est là, on enseigne quelque chose qui peut être précis, mais en arrière de ça, il y a une philosophie aussi, une façon de vivre. J'imagine que le judo vient avec toute sa philosophie aussi. En fait, oui, c'est extrêmement important. C'est un art de vivre. Un art de. Comment on fait de dire, ouais, mais le judo ou l'aïki ou le karaté, ce sont des arts de vivre quand c'est bien compris. De toute façon, ça, c'est pompeux de dire quand c'est bien compris, parce que comme si moi, j'avais tout compris, puis les autres ne comprennent rien. Mais un art martial, quel qu'il soit, là, c'est extrêmement riche. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend c'est un microcosme, c'est une mini-société avec lesquelles tu rencontres des gens que tu ne connais pas, exactement comme quand on est dans la rue, là, dans la société. Puis là, ben, il y a des gens avec qui tu as des affinités, il y a des gens avec qui tu n'as pas d'affinités. Et puis là, on apprend dans ce microcosme-là à se rendre service parce que si par exemple, on est détestable aussi, on n'est pas plaisant à l'entraînement avec les autres, ben ils viennent pas à nous, puis là, ben, on est limité, on est limité. On apprend à gérer des conflits. Lui, je l'aime pas. On apprend aussi à s'ouvrir l'esprit parce il y a des gens qui arrivent avec d'autres habitudes de vie, d'autres cultures. C'est vraiment ça aussi parce que depuis quelques années, probablement que ça doit être la même chose dans ton gymnase. On reçoit des gens avec d'autres cultures, de d'autres religions. Et on s'aperçoit que, hey, ben, je pense comme ça, eux autres. Ben oui, comme ça, c'est intéressant. Puis, à force d'échanger avec ces gens-là, ben, on apprend à être plus humain, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis la philosophie, moi, si j'ai commencé les arts martiaux, quand j'ai commencé les arts martiaux, ce qui m'a amené là, bizarrement, puis c'est pour ça que c'est important la lecture chez les enfants, c'est que j'étais en train de lire une bande dessinée de Spirou. Ça s'appelait la Foire aux gangsters. Je me souviens très bien de cette bande dessinée-là. Puis dans cette bande dessinée-là, il y avait un petit japonais avec des lunettes rondes qui projetait tout le monde, des gangsters un peu partout. J'ai dit, fait que là, je regardais comment il essayait de faire ça, puis j'essayais avec mes copains d'essayer de jouer à ça. Et puis, dans la même période, il y avait des films avec Eddie Constantine. Ça s'appelait les films de Lemmy Caution. C'était un agent secret. Puis dans ces films-là, lui, il faisait du judo. Il faisait pas beaucoup de mouvements. Il faisait 2 mouvements. Il faisait Soinage, puis il faisait Tomoinage. Puis là, j'ai dû regarder ce film-là dans l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Mais ça repassait des fois. Fait que j'écoutais ces films-là avec. J'étais vraiment subjugué. Puis dans un de ces films-là, il y avait Maître Awazo, que j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs années plus tard avec un 9e Dan, qui jouait dans ce film-là comme un. Puis il projetait tout le monde. Fait que j'ai dit à maman, maman, je veux faire ça. Elle voulait pas, elle voulait m'enseigner à me montrer à nager. Ben, OK. Fait que, mais je suis allé dans un centre de loisirs, puis il y avait du judo là-bas. Et puis là, ben, j'ai prié le bon Dieu pour que ma mère cède à mon chantage émotif. Elle a cédé, comme toute bonne mère de famille d'ailleurs. Et puis, j'ai commencé le judo. Mais en plus de ça, quand j'ai commencé le judo avec M. Wattier, M. Armand Wattier, il correspondait exactement à l'image du Spirou. C'était un petit monsieur de 5 pieds 1, mystique. Il avait une aura. Pour un enfant de 7 ans, c'est pas dur à faire rêver non plus. Mais ça correspondait à ça. Puis son judo, ben lui, il arrivait du Japon. Il avait fait le Japon au début, au milieu des années 50, même un peu avant moi. J'ai commencé en 57, fait qu'il a dû faire ça vers 53, 54. Et puis, c'était. Il
il était extraordinaire. Puis sa façon de faire, c'était judo slash autodéfense. Bon. Puis ça, ben, ça correspondait à ce que je voulais. Fait que lui, il m'a piqué. Avec lui, ça m'a donné une piqûre qui est encore aujourd'hui, qui est encore très, très présente. Par la suite, ben, il y a eu bien, bien des rencontres. C'est un professeur qui était extrêmement sévère. Puis, ce qu'il faut dire aussi, pour rentrer dans le dojo, à l'époque, ça prenait un parrain. Puis ça, c'est dans les arts martiaux, c'est ça. On appelle ça un senpai. Puis, je me suis fait parrainer par mon cousin, qui avait commencé un petit peu avant moi. Et puis, ben, là, j'ai regardé la mentalité, comment ça se passait dans ce dojo-là. Et c'était un modèle de société, puis j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, mais ça m'a imprégné. Et puis, quand j'ai déménagé à Trois-Rivières à 65. J'ai eu un deuxième professeur, M. Jacques Tremblay, qu'on appelait amicalement Jack, qui lui était tout à fait à l'opposé. Autant M. Wattier était très sévère, il fallait être en position de salut, par exemple, et on était dans une petite salle de, mettons, je sais pas moi, peut-être 20 par 40, là. On était 60 enfants dans ça. Il y avait du monde à genoux tout le tour, 3 rangées d'épais, 3 rangées de large. Puis il fallait qu'on pratique un mur à la fois. Le premier mur pratiquait, les autres attendaient. Puis après ça, on faisait. Fait que c'était archaïque. Mais quand je suis arrivé chez M. Tremblay, c'était encore plus petit. Puis c'était dans un dojo qui mesurait 16 pieds de large par une quarantaine de pieds de long. Je l'ai eu, ce dojo-là, par la suite. Et c'était sur des toiles, on chutait sur des toiles de la Kruger. Fait que c'était dur, c'était vraiment dur. Puis ce monsieur-là, c'était tout à fait l'opposé. C'était un autodidacte bohème. Il n'y avait pas. Monsieur Wattier, il fallait qu'on fasse le salut à telle heure, puis tout était minuté. Chez M. Tremblay, c'était pas ça. On arrivait quand on voulait, puis on partait quand on voulait. Puis lui, il donnait pas de cours. Il était sur le tapis, puis on lui demandait, M. Tremblay, on l'appelait Jack. Jack, est-ce que tu peux me montrer aux autogris? Fait que là, il dit, OK. Il nous montrait ça, puis pratique à cette heure. Fait que c'était deux cultures complètement différentes. Ça m'a ouvert l'esprit beaucoup. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Je remercie ces deux personnes-là parce que ça m'a ouvert l'esprit. C'est pas juste une façon de faire, puis les deux sont plaisantes. Puis la troisième rencontre, c'était M. Nakamura, qui est arrivé en 67, puis lui, c'était vraiment le boss. Là. Au niveau technique, c'était le boss. C'était encore le boss, d'ailleurs. Mais ces 3 personnes-là, ça m'a marqué énormément. Puis, M. Nakamura, il est arrivé au Québec? Oui. Oui, il est arrivé au Québec. En fait, au début des années, il y avait 7 fédérations de judo, un peu comme en karaté aujourd'hui, là, mais au départ, dans les années 60, il y avait 7 fédérations de judo qui étaient éparpillées à travers la province. Et puis, les Jeux olympiques de 76 arrivaient, quelques années plus tard. Et en début 70, le gouvernement du Québec a dit, regarde, on a besoin d'une fédération. On a besoin que le judo soit représenté par une seule fédération. Fait qu'ils ont fait venir des experts de France. Et puis, ils ont demandé aux représentants des 7 fédérations de présenter le programme de formation, puis tout ça. Et puis, M. Damblanc, qui était un des membres d'une des fédérations, l'association il appelle ça, c'est l'Association québécoise des saint de judo Kodokan. C'était une fédération parmi tant d'autres. Lui, il a eu la brillante idée d'aller chercher un expert du Japon pour être directeur technique. Fait qu'on a été chercher un des meilleurs judokas qu'il n'y avait pas à l'époque, que M. Nakamura, qui était qui a été champion du Japon, qui a battu des champions du monde en titre parce que lui a été blessé par la suite. Et puis il l'a amené chez nous. Fait que là, ça a fait l'unanimité parce qu'il y avait un répertoire technique qui dépassait largement, puis qui dépasse encore largement tout le monde. Et puis, ben c'est ça. Fait que de même, il y a eu une seule fédération. Et puis là, ben lui, il est resté. Il est resté au Québec. Et puis, il a fait des miracles. Il a fait des miracles. Je veux dire, c'est lui qui a mis le judo québécois sur la map. C'est mal dit, mais c'est pas grave. Sur la map. Et puis après ça, ben, évidemment, le judo canadien. Puis si on regarde ce que les dernières Olympiques, avec il y a eu 2 médailles de bronze, quand on pense que qu'il y a aux Jeux olympiques, il y a 15 jours, on a eu une fille qui est médaille de bronze, mais elle est championne du monde. Puis la deuxième au monde est au Québec.
Mais ça, il faut se rendre compte, là. C'est parce que ça, c'est 48 kilos, OK? 48 kilos. 48 kilos. Supposons que le bassin de population de compétition de cette catégorie-là, au Québec, mettons qu'il y a 15 filles, mettons. Mettons qu'il y en a 30 ou 40 au niveau canadien. Parfait. Ça, c'est le bassin, tu sais comment ça marche, c'est la pyramide plus la pyramide est large, plus on monte haut. Mhm. Mais au Japon, les 48 kilos, là, ils sont pas 25, là. Ils sont peut-être, je sais pas, 4000, 5000. En France, ils sont 600 000 pratiquants. 600 000 dans un petit pays de rien. Plein de chialeux, c'est ça qu'ils sont. Mais ils chialent, mais ils s'organisent. Mais comment on fait pour rivaliser avec ces gens-là? Ça prend un génie. Fait que ce génie-là, il s'appelle Hiroshi Nakamura et son élève, Nicolas Gill. Fait que ces gens-là savent. Fait que c'est ça le miracle. C'est un peu comme si on prenait un Africain et on le mettait sur l'équipe d'étoiles de la Ligue nationale. Hmm. Fait que c'est ça l'apport de Nakamura pour le Japon, pour le judo. Puis qu'est-ce qui distingue leur enseignement? Qu'est-ce qui fait qu'ici, ça performe autant malgré le petit bassin? Une profonde connaissance technique, une profonde connaissance de l'entraînement, une profonde connaissance de l'humain, en fait, je pense. Hmm. Parce que c'est pas juste des machines. C'est pas juste un entraîneur qui va te pousser, il va pousser la performance sportive, mais il faut qu'il soit aussi au courant du schéma mental. Comment faire pour motiver cette personne-là pour y arriver. C'est ça le but d'un prof. Moi, mon but, lorsque j'enseigne à des gens, c'est les Américains, l'armée américaine a une chose qui est remarquable parmi tant d'autres, là, mettons, là, si on est amateur de ça, mais c'est leur slogan, Be all you can be. Soyez tout ce que vous pouvez être. Et ça là, c'est essentiel. Pour moi, là, j'ai eu le plaisir d'entraîner des gens de très haut niveau, jusqu'à un niveau certain. J'ai une fille qui est Lynn Poirier, pour ne pas la nommer, en 1985, je l'ai amenée au championnat du monde. Elle est arrivée 5e au monde en senior. Euh, c'est quand même toute une performance. Puis elle a participé aux Jeux olympiques. Ça, c'était pour moi la réussite de ma carrière d'entraîneur. OK? Mais je vais revenir là-dessus. Et puis, d'un autre côté, plusieurs années plus tard, j'ai enseigné à des handicapés intellectuels. J'avais un groupe de handicapés intellectuels. J'ai eu plus de plaisir à enseigner jusqu'à un certain point, plus de plaisir à enseigner à des handicapés intellectuels qui n'ont rien dans la vie qu'à des athlètes olympiques. C'était facile d'entraîner Lynn Poirier parce que c'était une athlète naturelle. Elle était très, elle faisait ce qu'on disait. Elle posait pas de questions, elle suivait les consignes. Et les handicapés de l'autre côté, ils n'étaient pas capables de rien faire. Ces gens-là, quand je les ai pris, je regardais ça, ils n'étaient pas capables de reculer. Puis ces gens-là avaient des vies misérables et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est jouer aux poches. Puis il n'y a personne qui veut y voir, personne qui veut. Fait que c'était terrible. Fait que je les ai pris et j'ai dû repenser mon judo complètement pour arriver à les faire évoluer. Puis à la fin du projet, ça a pris 4-5 ans, là, mais il y en avait qui étaient capables de courir, ils étaient capables de courir à reculons, ils étaient capables d'avoir eu un montre à tomber. Ça tombe partout, ce monde-là, parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas d'équilibre, ils se cassent les bras. Puis là, ils savaient tomber. Il y avait du plaisir, ils ont vu le plaisir de se tirailler. Il y avait le sourire aux lèvres pendant 2 heures par semaine. C'était une très, très grande réussite. Et ça m'a ouvert l'esprit aussi de dire, écoutez, les gens peuvent être différents, mais c'est du bon monde. Et puis, j'ai toujours intégré les gens en déficience intellectuelle dans mes cours parce que ça fait partie de la société. Puis, il faut être inclusif. C'est ça le budo. Le budo, les arts martiaux, c'est protéger. Tu sais, bu, le signe bu, tu sais, budo, c'est 2 kanji. Bu, qui est ce qu'on appelle bout avec l'accent, c'est un sabre puis un hallebarde qui se croisent en dessous de sei. Sei, c'est un petit élément, une clé, on appelle en kanji, qui veut dire de façon correcte. Donc, c'est protégé de façon correcte. Puis do, ben, c'est la voie, le chemin, le cheminement.
Fait que c'est ça l'idée des arts martiaux, c'est de protéger ceux qu'on aime, de protéger les plus faibles d'entre nous. Fait que c'est ça, c'est donc tout à fait ça le but ultime des arts martiaux. Et en faisant ça avec des handicapés intellectuels, ben, on rendait ça possible. Et ça a été extrêmement valorisant. Moi, j'ai été extrêmement valorisé par ça parce que j'ai rendu des gens heureux. Un athlète maintenant, si j'ai arrêté de faire de l'entraînement de haut niveau, c'est que les athlètes maintenant, ils ont. Je vais y critiquer, moi, me faire tirer des roches, mais c'est pas grave. C'est trop individuel maintenant, c'est trop. Ils changent de dojo, oui, un peu comme les équipes professionnelles. J'entends souvent des gens dire: Ah, j'ai le Canadien tatoué sous le cœur. C'est beau, c'est parfait. Oui. Ce serait le fun que les joueurs aient le sigle sur le cœur aussi, parce que dès qu'ils ont une offre, ils vont changer. C'est des professionnels, ils vont changer de dojo comme ils changent de vêtements. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Moi, par exemple, je suis encore Robert Arbour du club de judo Saint-Sacrement. J'ai lâché le judo à Saint-Sacrement en 1963. Monsieur Nakamura, c'est Nakamura Sensei de l'université de Chuo au Japon. Il y a encore le sentiment d'appartenance. Puis mes gars, j'ai des gens chez nous qui ont 40 ans de judo. Et j'ai beaucoup de mes ceintures noires, ils ont 40 ans de judo avec moi. Ils sont encore là. Et puis eux autres, puis il y en a qui c'est vrai, ils ont le Fujiyama Dojo tatoué dans le dos. Puis c'est un vrai tatouage. C'est ça, pour moi, c'est cette qualité-là qui est importante. C'est une des qualités, comment on appelle ça, la fidélité à l'idée, la fidélité au club. C'est ça qui, pour moi, c'est une valeur qui est pas négociable. Voilà. Oui, ben, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important, puis quelque chose qui tend à partir, justement, parce qu'il y a tout le temps des plus belles offres à gauche, à droite. Puis on le voit maintenant, c'est aussi ça, les athlètes, là, ils vont aller apprendre d'une place, aller apprendre d'une autre place, qui est pas une mauvaise chose parce qu'ils ont un bagage énorme, mais en même temps aussi de reconnaître ses racines, savoir de où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a commencé, qui t'a parti, qui t'a donné la passion de, justement, poursuivre ça. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. La différence qu'il y a avec le passé, en fait, avec le budo de Kano, par exemple, de Jigoro Kano, c'est que moi, j'ai toujours été très ouvert à ce que les gens aillent ailleurs. Très, très ouvert. J'ai écouté, allez voir ailleurs. On n'aime pas par attrition. Je veux pas que tu ailles ailleurs parce que d'un coup que tu aimes ça ailleurs. C'est pas ça l'affaire. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut. L'activité est plus importante que le prof. Il faut que la personne, si elle n'est pas heureuse avec toi, il faut qu'elle aille ailleurs pour justement être capable de progresser. Fait que je disais aux gens, puis je le dis encore, allez voir. Mais l'important, c'est quand tu reviens, peut-être que tu apprends des choses, puis ça existe beaucoup chez nous. Il y a des gens qui viennent de différentes, des gens qui ont fait du jujitsu, puis il y en a des bons, il y en a des solides. Ils viennent au club, puis ils nous amènent des aspects qu'on ne connaît pas. Hey, c'est bon, ça c'est bon, c'est applicable. C'est juste bon qu'on partage les connaissances. C'est le même, ça marche. C'est pas des secrets militaires, ça là. C'est fait pour être partagé. Puis plus on va avoir de vocabulaire, mieux ça va être pour tout le monde. C'est pour ça que moi, j'ai jamais été exclusif. Allez-y voir ailleurs, en autant que tu reviennes. En autant que tu reviennes nous montrer. Et c'est ça qui m'a extrêmement déçu des athlètes de haut niveau. Parce que je me souviens des athlètes, puis je parle pas nécessairement de Lynn Poirier seulement, mais j'avais un groupe d'une dizaine d'athlètes. On s'entraînait du lundi au vendredi. On partait les entraînements à 6 heures le matin, 6 heures à 7h30 le matin. On faisait ce que les autres font pas, c'est-à-dire des uchikomi, puis des nagikomi, c'est des projections. On faisait 500 projections chaque matin. Tous les matins, du lundi au vendredi. Puis le soir, ben, on pouvait faire juste des combats. Il y avait des entraînements tous les jours. Fait que lundi, mercredi, vendredi, c'était des combats debout. Mardi, jeudi, samedi, c'était des combats au sol. Le dimanche, c'était des compétitions. Fait qu'on a fait ça pendant des années. Et c'est pour ça que les gens ont monté très haut au niveau de la performance. Mais quand ils ont arrêté la compétition, ils ont arrêté le judo. Fait que ça, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Et ça, je me suis dit, non, plus jamais, parce que il n'y a pas de retour. Ça, c'est pour moi, c'est pour ça, même si j'ai eu beaucoup de champions canadiens, puis des champions internationaux, si ces gens-là n'ont pas retourné dans le dojo, puis n'ont pas donné ce qu'ils ont reçu, j'ai manqué mon coup.
j'ai manqué mon coup. Puis ça, je veux plus que ça arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait du judo de recherche. Et puis, s'ils veulent performer, ils sont maintenant... La performance, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, puis on est organisé pour veiller tard, comme on dit. On est vraiment bon. Notre modestie dut-elle cruellement souffrir. On est vraiment, au Québec, on est vraiment gâtés avec les centres d'entraînement. Puis, ils peuvent aller au championnat du monde s'ils s'entraînent comme du monde, c'est sûr. Mais moi, je veux travailler l'autre aspect, le judo traditionnel. Qu'est-ce qui arrive après? C'est quoi les vraies valeurs du budo? Comme en Aiki. En fait, le judo au sport, c'est une chose. Moi, je l'ai pratiqué, le judo au sport. J'ai fait beaucoup de compétitions internationales. Puis j'ai eu un certain succès à l'époque. Mais j'ai redonné. J'ai été un enfant de judo, un enfant qui s'amuse. En fait, c'est une des premières phase du judo, le pré-judo, où est-ce que c'est des jeux, puis c'est le fun, c'est parfait. Après ça, quand j'ai eu l'adolescence, ben, c'est le judo de challenge, un judo pour montrer que tu es bon avec tes petits copains, puis tout ça. Et puis après ça, ben, j'ai fait la compétition. Les compétitions provinciales, après ça nationales, puis après ça internationales. Après ça, je suis devenu coach de haut niveau. Bon, parfait. J'ai un entraîneur de l'équipe nationale, super, provinciale. Puis après ça, j'ai fait autre chose. J'ai fait le judo de recherche, c'est-à-dire, j'ai fait passer par toutes les étapes. Puis c'est ça pour moi, c'est faire du judo à 70 ans. Je peux plus jouer à l'athlète, là. Je peux pas faire ça. Je peux pas jouer au coach de haut niveau parce que ça prend tellement de connaissances, puis ça prend tellement, il faut être tellement mis à jour que ça grugerait tout mon temps. Je l'ai fait pendant des années, mais c'est impossible aujourd'hui de faire ça. Fait qu'il faut être le plus efficace possible dans chaque tranche d'âge. Quand on est enfant, s'amuser au coton. Quand on est ado, de se challenger au coton. Quand on fait de la compétition, c'est d'y aller au bout. Puis quand on enseigne, c'est de faire de l'enseignement mais à faire arriver à nos élèves d'être le meilleur. Puis ça, je le dois à quelqu'un. Quand j'ai commencé à enseigner au cégep, j'arrivais d'une culture de performance, c'est-à-dire j'ai été sélectionneur olympique sélectionneur pour l'équipe là, du Québec. Puis il disait, OK, toi, t'es bon, tu y vas. Toi, tu y vas pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que tu y allais pas. C'est parce que tu rencontres pas. Tu rencontres pas, t'es pas assez bon. Point. Il n'y avait pas de discussion. Mais ça, c'est maudit, là. Tu veux dire, c'est pas fin, là. Puis, à un certain moment donné, j'ai dû enseigner au cégep. Et puis, il y avait Jean-Pierre, on enseignait en team teaching. Puis, j'avais même un prof d'édu, Jean-Pierre Carpentier, mon chum, mon ami Jean-Pierre, de Trois-Rivières. Puis, j'ai eu une discussion avec, puis il dit, moi, il regarde, il dit, moi, est-ce que mon but, il n'est pas comme le tien? Je dis, ah non, ben, OK. Ben, il dit, moi, mon but, c'est de prendre un enfant puis de l'amener au maximum. Fait que lui, il m'a donné, il arrivait avec, lui, il s'occupait des moins bons. Oh, c'est vrai, ces gens-là, ils méritent l'attention, pas juste les meilleurs. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Tu sais, comment on va faire pour le faire aimer le judo, puis, ou l'aïki, où ça n'a pas d'importance, mais l'art martial. Puis là, ben, il fallait trouver des stratégies, puis Jean-Pierre en avait beaucoup. J'ai beaucoup appris de ce gars-là. Puis par la suite, ben, j'ai pu transporter ça avec mes élèves ordinaires. Mes élèves ordinaires. Mes élèves là, qui ne sont pas des athlètes, des gens qui avaient 30-40 ans qui commençaient le judo. Puis finalement, ben, c'est aujourd'hui, ben, j'ai formé 160 ceintures noires, et puis du premier au 7e dan. Fait que c'est ça ma réussite aussi. Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ouais. Autant euh, dans le sens que quand les gens viennent s'entraîner chez vous, ben c'est important aussi qu'ils voient d'autres choses s'ils ont envie de voir d'autres choses. J'ai toujours dit, au gym, on a un essai gratuit que les gens peuvent venir faire. Puis souvent, après l'essai gratuit, ils voulaient s'inscrire. Je suis comme, mais tu peux aller essayer les autres gyms. Puis des fois, ça arrive qu'ils sont comme, non, je veux m'inscrire tout de suite. Je suis comme, ouais, parfait. Mais sache qu'il y en a d'autres, puis que tu peux sûrement les essayer aussi, puis ça va te permettre de faire un choix éclairé aussi, parce que justement, c'est important que tu ailles voir tout ce qui se fait, puis après ça, ben, que tu fasses un choix éclairé, puis ça, c'est bon au gym, mais c'est bon dans tout le reste de ta vie aussi. Ben, en fait, c'est tout à fait ça. Il faut, puis ça c'est vieux comme la Terre, parce que c'est un peu ce qu'Aristote disait. Aristote, le philosophe, il faut faire les choses pour le bien, pour la vertu. Cette approche-là, c'est de dire, écoute,
tu sais, les arts martiaux ou l'entraînement physique dans ton gym, c'est exactement cette activité-là, elle est bonne pour toi. Est-ce que je suis le meilleur véhicule? Reste à voir, va voir. Le plus important, c'est pas que tu viennes avec moi, mais c'est que tu en fasses. Mhm. Fait que s'il faut mettre de côté tous les éléments financiers, parce que, je veux dire, on n'a pas, je sens dans ton approche la même que la mienne, c'est pas une question d'argent. De toute façon, on ne fait jamais d'argent avec ça, là. Et c'est tant mieux parce que ça pollue pas notre sélection. Mhm. Chez nous, il y a il y a des règlements, il y a un code de vie. Et même si tu es extrêmement bon, si tu ne respectes pas les critères, ben c'est de valeur, mais tu ne viendras pas chez nous. Tu vas ailleurs parce que chez nous, ça ne marche pas comme ça. Et puis je suis content d'avoir la possibilité de faire ça, étant donné que j'ai travaillé au cégep. J'avais un bon salaire au cégep puis tout ça. J'avais pas besoin de mon dojo pour vivre. Donc, je pouvais vivre selon juste les règlements puis prendre ceux que je veux, ceux qui adhèrent à nos valeurs. Je ne dis pas que c'est les meilleures valeurs, mais c'est les nôtres. Puis si on vient chez nous, ben c'est ces valeurs-là qu'il faut vivre avec. Puis comme j'ai des ceintures noires, j'avais des ceintures noires, des solides, là, des gars qui travaillaient à l'école de police. Ben, ça travaillait avec des petites madames de 40 ans, là, de 50 ans, qui ne voulaient pas se faire brasser. Il fallait qu'ils travaillent avec eux autres. Puis il fallait qu'ils respectent. Il ne fallait pas qu'ils soient tannés. Il fallait qu'ils intéressent à l'activité. Puis à ce moment-là, c'est pour une personne, une madame je sais pas moi, de 50 ans qui vient faire du judo chez vous, qui fait, je sais pas moi, 50 kilos, qui va arriver un mastodonte de 110 kilos qui a déjà été champion canadien, et puis qui se fait projeter par elle, puis qui la respecte, puis mais là, pour cette personne-là, c'est le monde, écoute, il me respecte, puis tout ça, mais on voit, parce qu'ils nous mettent, les gens nous mettent souvent sur des piédestals. Mais on n'a aucune espèce de mérite, on a fait ça parce qu'on aime ça. Et les gens ils nous disent, ah, t'as fait ça, oui, j'ai fait ça, certain. Puis j'étais content de le faire. Je dis, ouais, tu mérites le respect. C'est parce que j'ai aimé ça. Ça n'a pas été difficile. Oui, c'était un long parcours. Je me suis fait mal, j'ai sué, mais j'ai été heureux. J'ai été vraiment heureux puis satisfait. Je ne changerais pas une minute de ce que j'ai fait. Peut-être peut-être une minute ou deux. Mais, mais, si je fais le bilan, je suis vraiment content de faire ça. Mm. Je suis encore content, mais je m'ennuie profondément de le faire, de mettre mon judogi. Ouais, mais tu trouves d'autres moyens de le faire, justement. Tu sais, juste le fait de prendre le temps de venir t'asseoir aussi puis de partager tout ça. Tu sais, déjà là, je trouve ça extrêmement enrichissant d'entendre le vécu de quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, un beau vécu aussi. Puis, quelqu'un qui fait les choses pour les bonnes raisons, tu sais, qui sont les... Ben ça, c'est ça. Il faut faire les choses de la bonne raison. Sinon, ben on est frustré, on n'est pas content. Puis ça peut pas marcher d'une manière ou d'une autre. Ça peut pas marcher. Il faut que ça soit... C'est un mot qu'on n'entend plus, mais il faut que ça soit vertueux. Il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. Justement, la vertu, c'est les bonnes raisons de le faire. Pour permettre aux gens de vivre ces expériences-là pour qu'ils s'épanouissent. Le judo, l'aïki, le karaté, c'est des façons de s'épanouir. Mais c'est pas les seuls. La musique, c'est la même chose. J'ai des amis musiciens. Moi, j'écoute beaucoup de musique. J'ai joué un peu de musique. Mais c'est la même affaire. Quand on les fait pour les bonnes raisons, c'est passionnant. Puis c'est ça aussi, la musique. D'ailleurs, c'est les mêmes schèmes d'apprentissage, que ce soit l'entraînement physique, que ce soit le karaté, le kendo, le judo, l'aïki, la musique. Ben, on passe toutes par les mêmes étapes. Il faut faire les bases et solidifier ces bases. Si la base n'est pas solide, tout va s'écrouler. C'est vrai en musique, c'est vrai en judo, c'est vrai en entraînement, c'est vrai dans tous les domaines. Parce que l'apprentissage, c'est la répétition des choses. C'est vrai, je t'apprends rien à dire, quand tu t'entraînes, il faut que tu répètes. C'est des répétitions de 10, des répétitions de 15, puis de différentes façons pour différents objectifs. La musique, c'est la même chose. Les rudiments en batterie, tu en fais au ralenti, tu en fais des rapides. Les uchikomi, c'est la même chose en judo. On apprend tout de la même façon. On est pas mal limité comme apprenant, les humains, je trouve. Ouais, puis en même temps, mais ça fait que
C'est quand même simple, puis tu peux le passer d'un domaine à l'autre aussi. Tu reconnais les principes. Exactement. Exactement. Et on peut faire des parallèles. On fait des parallèles. Là, actuellement, c'est ce que je suis en train de voir. Je regarde les apprentissages qu'on fait, par exemple, en karaté. Euh, puis je regarde, par exemple, je parle de karaté, là. Je connais pas beaucoup ça, hein, mais quand même, j'ai beaucoup d'amis qui sont ceintures de karaté. Et puis, entre faire un mouvement et comprendre un mouvement, il y a bien, bien des affaires. Comme en karaté, ils ont la chance de faire, ben, c'est une chance parce qu'ils peuvent pratiquer tout seuls, eux autres. Pas nous autres. Les autres, ils peuvent pratiquer tout seuls. Et puis, tu sais, ils font des katas de karaté à Yan Shodan, etc. Mais entre faire un geste du kata à Yan Shodan puis comprendre le geste, c'est une autre affaire. Si on va prendre des. J'ai ma petite fille qui a fait de la danse longtemps, là. Petite fille merveilleuse d'ailleurs, qui s'appelle Stella, je tiens à le dire. Mais euh, une danseuse de jazz, une danseuse de danse moderne, qui va apprendre les gestes de Heian Shodan, au bout de 3 mois, là, on va être surpris des résultats. Sauf que, est-ce qu'elle comprend ça? Elle ne comprend rien de ça. Elle est capable de répéter un geste vide. La même affaire, j'écoutais Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Moi, j'ai fait du Kobudo pendant des années, pendant 20 ans, c'est du travail au sabre. Puis, les postures de M. Cruise, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis il a pas fait les cascades, c'est lui qui faisait. Les combats, c'est lui qui faisait. C'était pas un cascadeur. Et puis ses postures. D'ailleurs, c'était filmé à Himeji, ce film-là. Je suis allé voir le set, en tout cas. C'est un de mes films préférés. Ouais, c'est bon. Hein. Et puis Cruz, il est vraiment. Mais il comprend rien, là. Il comprend rien de ce qu'il fait. Sauf qu'il le fait bien. Et c'est souvent ce qu'on rencontre chez nos élèves. Il m'arrive des élèves de l'extérieur, ils font des mouvements. Alors, ils le font bien, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ça marche, puis ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils ont étudié que l'extérieur. Puis ils veulent avoir le résultat rapidement sans comprendre le sens profond. Et c'est ça, un peu du judo de recherche, c'est ça. Savoir pourquoi ça marche, pour quelle raison ça ne marche pas, et puis comment on peut l'adapter. Cruz ou les danseuses ne pourraient pas le faire parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut que ce soit vraiment comme dans le livre. Comme ça, c'est l'image de, mais ce n'est pas ça. Mhm. Je me suis aperçu de ça. C'était intéressant, ça. Puis, est-ce que tu as des outils justement pour que, premièrement, les gens comprennent qu'ils sont pas en train de faire le mouvement? Parce que je le vois souvent à l'entraînement aussi, c'est un peu la même chose. Où est-ce que tu vas... Puis ça, c'est arrivé beaucoup avec la compétition de CrossFit, où est-ce que les gens bougeaient des charges extrêmement rapidement, extrêmement vite pour faire un nombre de répétitions dans un temps donné. Fait que toute l'essence du mouvement vient de prendre le bord parce que tu Oui, le fais plus pour le mouvement, tu le fais dans un autre objectif qui est quelque chose d'externe. c'est ça. C'est un coefficient de difficulté qui a été imposé par une compétition. Mais c'est la même affaire dans tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. Mais c'est parce que c'est exactement ça. La compétition de judo, c'est pas du judo, ça. C'est comme la compétition. Là, c'est le Grand Prix, là, actuellement. Ben ça, moi, je chauffe un auto, tu sais, je veux dire, mon auto, c'est pas un auto du Grand Prix. C'est qu'ils prennent des règlements, ils prennent certaines performances. Puis c'est sûr, j'écoutais un reportage hier, et il y a une auto qui va sortir à 1900 chevaux vapeur, une auto électrique, là. Et ça va prendre le 0-100 en 1,2 secondes. Une fusée, ça, là. C'est pas ça une auto. C'est une auto de compétition. Le judo de compétition, le karaté de compétition. On a vu les tournois de karaté, les tournois de taekwondo aux Olympiques. Ben, je pense que les gens de karaté sont pas contents de voir ça, là. Ça joue à tag. C'est pas ça le karaté, le karaté qui a été de Funakoshi. C'est pas ça qu'ils voulaient jouer à tag. Sauf que si on veut faire de la compétition, il ne faut pas se blesser non plus. C'est pour ça qu'il y a un certain moment donné, tous les arts martiaux sont devenus des sports, mais ils ont fait des règlements. Puis le premier à faire ce type de règlement-là, c'était Jigoro Kano. Kano, il a fait 3 styles de Jiu-Jitsu quand il était jeune. Et puis, il s'est aperçu que c'était pas praticable. Je veux dire, tu peux pas faire ça pour le vrai, parce que si tu le fais pour le vrai, tu casses le bras du monde, ils ne reviennent plus. Hein? Mhm. Ils ne reviendront pas avant 90 jours quand ils vont avoir enlevé le plâtre.
Fait qu'il dit non, il dit, on va changer les méthodes d'entraînement pour rendre ça sécuritaire. Parce que les autres, le judo, on peut y aller à 100%. C'est une des différences avec les arts martiaux. Les arts martiaux de combat, de combat corps à corps, la différence fondamentale qu'il y a entre l'aïkibudo, puis le judo, puis le jujitsu, c'est qu'en aïkibudo, on peut pas, c'est une attaque qui est prédéterminée. Tu vas m'attaquer, tu vas me donner un coup de poing direct, ou un maïgiri, ou l'attaque est connue. Et moi, je vais répondre, la réponse est connue également. Fait qu'on se pratique là-dessus. Puis si jamais ça arrive dans la vraie vie qu'on me donne un maïgiri, ben je vais avoir automatisé, en théorie, je vais avoir automatisé le geste, puis je vais faire la technique. En judo, parce que les clés d'aïki, ça casse c'est pas des clés d'articulation, c'est des clés d'os. Hmm. C'est pas quand une clé de judo, si on pousse un peu, ça va être une entorse qu'on va te faire au coude. Mais une clé d'aïki, ça va être on va te casser l'avant-bras, on va te casser le cubitus, le radius. C'est ça qui est fait. Fait qu'on peut pas faire ça, il faut faire attention. En karaté, c'est un peu la même chose. Il y a des gars que je connais, des gars de karaté que je nommerai pas parce que ça va faire des jaloux. C'est parce que c'est tout du bon monde. Mais des costauds, là, des gars de 200 livres, des 250 livres, là, des gars qui ont 30 ans puis 40 ans de karaté dans le corps, ben, s'ils me donnent un coup de pied, ces gens-là, je vais mourir. Puis ils vont tuer n'importe qui là, d'un seul coup de poing, c'est sûr. Sauf qu'ils sont obligés de contrôler. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire des combats, des combats avec n'importe quel d'entre eux autres, ou même avec Mike Tyson en boxe. Ça ne me dérange pas. Si il n'a pas le droit de me toucher, il veut juste à côté sa peau, c'est pas dangereux. Puis ça change complètement la notion. Quand on se fait pas faire mal, là, on change complètement la notion du combat. Là, c'est-à-dire, Il n'y a pas d'enjeu. il n'y a pas d'enjeu parce que, tu sais, c'est l'inverse du karaté. C'est pour ça que les gens de karaté ont de la difficulté à percer dans des sports où il y a du contact parce qu'ils ne sont pas habitués au contact. Mais quand tu as reçu une coupe de coups de poing dans le foie, la garde, peut-être que tu abaisses un peu. Mais quand c'est juste du light contact, ça fait rien. Fait que Cano, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé les mouvements dangereux. Il dit ça, on les fait pas. Puis les autres, on va être capable de les faire au complet, les faire jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il a inventé Ibri Chute. Il a inventé le Randori. Le Randori, Ran, ça veut dire chaos, comme le film de Kurosawa. Ran, ça veut dire chaos. Et Dori, ça veut dire saisir. C'est saisir le chaos. Ce que Cano a fait, c'est qu'il a établi des règles, dire OK, on se saisit, puis on peut faire n'importe quoi. Puis les mouvements qu'on a choisis, ben on va le dire, c'est pas des mouvements qui sont dangereux parce qu'on va apprendre à tomber. Et puis, ce qu'il a fait en 1893, c'est qu'il a réuni tout le monde. C'était un monsieur qui était extrêmement important, il est vraiment important. C'était un des tops au niveau de l'éducation au Japon. Puis il a fait venir tous les profs de Jiu-Jitsu parce que il y avait différents styles. Il y en avait au moins une quarantaine de styles majeurs au Japon en 1890. Puis il a dit aux têtes de style, écoutez, moi ce que vous faites, c'est très très bon. C'est super bon. Si vous voulez, on va. Je vais vous enseigner. Les gars étaient sur le chômage, il y avait plus de. Le Jiu-Jitsu était tombé en désuétude. Suite justement au le film Le Dernier Samouraï qu'on parlait tout à l'heure. Ben, en 1867, pour le vrai, c'est quand il y a l'ère Meiji, c'est quand ils ont mis fin aux samouraïs pour devenir une société occidentale moderne. Puis les profs, les maîtres d'armes de Jiu-Jitsu tombaient sur le chômage. Fait qu'il n'y avait plus rien à manger. Fait que là, ils sont devenus rabouteurs, sont devenus des ramancheurs, comme on dit, pour survivre. Puis Cano, il a dit, 20 ans plus tard, écoutez, ce que vous faisiez, c'est très, très bon, mais si on mettait votre technique avec mes règlements, ben ça serait le fun. Fait que comme ça, le judo, c'est unifié parce que pour être prof de judo, à l'époque, il fallait apprendre les mouvements du Gokyo, les 40 mouvements que Cano avait mis comme fondamentaux, les immobilisations, les clés des étranglements, il avait tout fait ça. Il dit ça, c'est le programme, puis deux kata en fait. Il dit ça, c'est mon programme. Et ce que vous faites, gardez-le. Vous pouvez l'enseigner, il n'y a pas de trouble. En autant que tu respectes le canevas de base. Puis ben, finalement, les gens sont venus au judo avec différents styles. C'est pour ça qu'il y a maintenant Kosen Judo, puis on entend parler de BBJ, puis toutes ces choses-là. Puis ça vient tout de la même source. Et puis, ben, ils ont gardé ça s'est fondu.
Ils ont gardé le programme fondamental, puis après ça, ben, beaucoup ont abandonné ce qu'il y avait à côté. Puis il y a d'autres qui l'ont conservé. Ce qui m'amène à dire, par exemple, quand j'ai commencé le judo, il fallait quand même un siècle, mais quand j'ai commencé le judo, il y avait des clés de jambes, il y avait des clés de cou. On enseignait les clés de jambes, les clés de cou. À partir de 70, on a cessé d'enseigner parce que c'était les Jeux olympiques, puis il fallait se concentrer sur les techniques modernes. Mais moi, ce que j'ai appris, quand j'étais ceinture jaune, par exemple, il fallait apprendre les 8 mouvements du Gokyo, comme aujourd'hui, mais il fallait aussi apprendre les Maegiri, Yokogiri, les coups frappés pour l'autodéfense. Ceinture orange, il fallait se défendre contre des coups à la tête, des crochets, des crochets de droite et de gauche. Il fallait se défendre de ça. On faisait à Geuke, puis on faisait la projection. Et puis, à ceinture verte, il fallait apprendre à se défendre contre des coups de couteau en pique. Il y avait un programme d'autodéfense en fait, du jujitsu, qui était intégré au judo. Puis, il y avait les clés de cou, les clés de jambes, que Kano avait enlevé en 1920 parce que les blessures étaient trop importantes. C'est pour ça qu'on ne fait pas de clé de jambe en judo. C'est que c'est tellement fort les jambes que si on pousse la clé au bout, comme on peut faire en judo avec les clés de bras, ben à ce moment-là, ça se répare plus. Là. Ça se répare plus. Mais ça, c'est le règlement de Kano. Ça, c'était à Tokyo. Mais le Kansai, Kyoto, il faut savoir qu'au Japon, il y a Kyoto, Tokyo, c'est comme Montréal et Québec. Il y a une espèce de rivalité. Et si les gens de Tokyo disent que c'est blanc, les gens de Kyoto vont avoir tendance à dire que c'est plus noir. Et c'est vrai dans les styles de judo. Le judo du Kansai, dans la région d'Osaka, par exemple, puis de Kyoto, puis Nara, puis toutes ces places-là, ben, ils font beaucoup, beaucoup de sol. Puis à Tokyo, c'est plus du judo debout. Même dans les techniques fondamentales, au Osotogari, à Tokyo, sur c'est une jambe reculée. Nakamura nous le montre comme ça. C'est une jambe reculée. Pourtant, si on va, par exemple, je sais pas moi, à Kyoto, là, ça va être Waseda, à l'université de Waseda, ça va être sur une jambe avancée. C'est très, très différent. Puis ça, l'intelligence que le judo a eue, c'est pas appeler ça style de Waseda, style de l'université de Tenri. Ils ont appelé ça judo, point. En karaté, ben, c'est style Shotokan, style Shitoryu, style. Mais dans le fond, un style, c'est à la manière de. C'est simplement à la manière de. Puis souvent, c'est à cause des caractéristiques physiques. Si on regarde, par exemple, en karaté, le Goju Ryu de Yamaguchi, ben, il surnommait le chat, le cat. Gogan, il était toujours. Il avait les stands étaient très très courts, puis il était sur le bout des pieds parce qu'il était un tout petit monsieur. Puis d'un autre côté, on a le Kyokushinkai qui est Mas Oyama. Mais Mas Oyama, il est large comme la table. Puis c'est un gars de 200 livres, puis il tuait des taureaux à coups de poing. Il ne peut pas faire comme Yamaguchi parce qu'il n'a pas le physique de Yamaguchi. Il a parti un style, puis c'est devenu des styles. Mais dans le fond, c'est du karaté, c'est du karaté. Là. C'est même, un coup de poing, c'est difficile à savoir quand tu le reçois sur le nez, si c'est un coup de poing de Shitoryu ou de Shotokan, tu ne sais pas. Là. Puis ça part de la même place, ça va à la même chose. Fait que, pour vous mettre un petit peu de. C'est intéressant de parler de ça. On divague beaucoup, mais ça, c'est très, très bouillon dans la vie, vous savez. Ouais, la vie, c'est ça, ouais. Fait, c'est ça aussi, savoir que le style, c'est beaucoup plus l'individu, selon sa corpulence, qui va créer son propre style aussi. Et sa philosophie. Oui. Une philosophie, t'as un gym. C'est la même chose. Peut-être, je ne sais pas combien il y a de gym chez vous, à Trois-Rivières. Maintenant, il y en a 20 ou 25. À la base, vous faites tous les mêmes exercices, à très peu de choses près. Puis c'est de la façon de l'amener. Puis pourquoi on fait ça? Est-ce que on fait de la gonflette pour avoir des gros muscles? Ça, il y en a, puis c'est correct. Ouais, c'est correct. C'est très, très correct, mais c'est peut-être pas la même affaire un gym commercial. Tu sais, où est-ce que ça va être bien bien propre, puis tout est clinquant, mais il ne faut pas que tu lèves trop lourd parce que ça va briser le plancher. Ça va faire du bruit. Ça va faire trop de bruit, puis ça va épeurer du monde. Tout est correct quand c'est fait dans le respect, puis quand on annonce nos couleurs aussi.
Moi, quand on arrive chez nous, puis le gars, il veut dire, moi, je veux faire de la compétition. Je dis, tu veux faire de la compétition? OK, regarde, ben, ça dépend à quel niveau. Si tu veux faire de la compétition pour aller chercher ta ceinture noire, c'est correct. Mais si tu veux être champion canadien, je vais te dire, non, tu viens pas chez nous. Tu viens pas chez nous, on va te dire où aller, par exemple. Mais tu viens pas chez nous Ouais. parce que c'est pas ça que je fais. Je l'ai déjà fait, mais je le fais plus. Ouais, j'en ai une fille qui est venue justement récemment. Puis elle est jeune, elle doit avoir 18 ans, il me semble, 18, 19. Puis elle m'a dit, j'ai toujours voulu faire du CrossFit. Je fais de la gymnastique. Tu sais, elle était bonne déjà à marcher sur ses mains. T'es comme, tu sais, ça, c'est des mouvements de compétition de CrossFit. Je suis comme, oui, mais ici, t'en feras pas. Fait que, tu sais, je veux juste que tu le saches d'avance, que les mouvements qu'on enseigne ici, notre but, ça va être de bâtir ta structure pour que tu puisses aller compétitionner puis que tu puisses comprendre ton corps. Mais si tu veux vraiment faire la compétition de CrossFit, tôt ou tard, il va falloir que tu nous quittes parce que les mouvements d'haltérophilie, les mouvements qui sont plus complexes, qui ne servent pas à la santé, on les a enlevés. C'est la même chose chez nous. C'est exactement la même. C'est exactement. C'est le fun de voir ça. C'est exactement la même démarche. Il faut comprendre. C'est en fait, fais donc ta base comme il faut. Comprends donc ta base. Puis à ce moment-là, tu vas comprendre tous les bienfaits que tu peux en retirer quand c'est bien fait. Mhm. Euh, c'est ça qui est le but. Et dans le temps que j'entraînais la compétition, il y a des gens qui arrivaient un petit peu ailleurs. Puis ça faisait des mouvements, des uchikomi, on appelle c'est des répétitions. Juste à le voir faire, je savais quel niveau il y avait, puis quel niveau il pourrait atteindre, parce que ça avait été automatisé pendant plusieurs années, ça ne revient pas, ça ne reviendra pas, c'est impossible. Il faut reprendre les choses à neuf. Fait il y avait des gens qui arrivaient avec des mouvements qui étaient supposément là, des mouvements forts, puis bon, c'était tout croche, parfait. Je disais, OK, tes mouvements forts, la façon que je disais, je ne pouvais pas lui dire, c'est pas bon, tu peux pas dire ça. Je disais, regarde, tes mouvements, c'est super, regarde. Mais on va les mettre de côté parce que tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît, fait que ça marchera plus. Bonne stratégie. Tout le monde les connaît, fait que ça marche au provincial, mais au national, ils écoutent bien. Bon. Mais on va en faire d'autres. Je les faisais monter à gauche, puis je les montrais. Puis là, à ce moment-là, ces mouvements-là, j'essayais de les faire comme du monde, puis ça marchait. Puis après ça, ils se rendaient bien compte que les mouvements étaient tout croche, les anciens mouvements étaient tout croche. Puis là, il y avait une ouverture d'esprit pour être capable de le corriger parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des choses qui ne faisaient pas bien. Hmm. Mais c'est toute une stratégie. Ça, c'est Jean-Pierre qui m'a montré ça. C'est une stratégie pour dire, regarde, c'est bon, mais c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Ça vient justement le coaching. Puis je pense que ce que tu dis, c'est extrêmement important de ne pas lui dire ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que déjà là, boum, ça vient de le fermer, puis sûrement qu'il va s'en aller, puis il reviendra pas, Ben puis il non. va aller où ce qu'il va se faire dire que ces choses sont bonnes parce qu'il les a pratiquées pendant 10 ans. Fait qu'il faut qu'ils soient bonnes. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre phénomène. À un certain moment donné, moi, j'ai eu une école d'aïki pendant des années. En judo, c'est très, très universel, mais des écoles d'aïki, il y a différents styles, puis c'est précieux, puis tout ça. Fait que les gars arrivaient, des gens étaient ceinture noire de deuxième dan, troisième dan, d'une autre fédération d'aïki, qui mettaient, en fait, c'était pas mauvais, mais ils mettent la lumière ailleurs. C'est ça l'affaire. Puis là, ils arrivaient chez nous, puis l'aïkibudo, c'est très, très proche. C'est un aïki qui est très, très, je dirais, dur, dans le sens que ça se rapproche vraiment du combat. Parce qu'en aïkido, euh, l'aïkido, c'est, c'est, euh, le ki, c'est l'énergie, c'est projeté par l'énergie. Ça, c'est bien beau, là, mais on ne paye pas ses comptes d'hydro avec ça, là. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ce que Ueshiba a décidé de faire, l'aiki jujitsu, ça vient du jujitsu, ça, avec l'aïkido. Là. C'est l'aiki jujitsu, ça vient du Hokkaido, ça vient des Takeda de l'île d'Hokkaido, dans le nord. Puis eux autres, c'était une gang de pas fins ils faisaient mal au monde, pas mal. Puis c'était un style qui était très, très dur. Le film Kagemusha, il en parle un peu de ça. Eux autres, ils ont perdu la bataille de Sekigahara, ça c'est une autre histoire, mais ils faisaient partie des vaincus, puis on n'entend pas la partie des vaincus dans l'histoire. Mais il y avait un style de Jujitsu extrêmement dur, qui est l'Aiki Jujitsu. Puis Ueshiba, c'est un gars de Tokyo, il a décidé d'aller étudier ça. Quand il est arrivé au dojo dans le Nord, ils ont fait comme à M. Wattier. Mon prof, il dit, tu rentres pas. Puis il est resté 3 semaines sur le perron du dojo pour pouvoir faire ça. Puis finalement, ils ont montré. Puis il est descendu à Tokyo. Puis il a ouvert son école d'aïkido. Puis bon, ça marche bien. Jusqu'en 1945. Mais en 1945,
Il y a eu la guerre qu'ils ont perdu. Puis là, il y a un gars qui s'appelle MacArthur, qui est un général américain, qui a interdit les arts martiaux au Japon. Parce qu'il disait que ça faisait des fanatiques. À quelque part, il avait raison dans certains domaines, mais pas partout. Fait que là, il y avait des gens, le judo était très, très établi depuis de nombreuses années. Fait que là, le judo a dit, excuse-nous, c'est parce que nous autres, c'est un sport, puis on a des règlements, puis c'est fait aux États-Unis, on en fait aux États-Unis, en France, on en fait un petit peu partout. On peut-tu recommencer? Fait que là, MacArthur a dit oui, c'est correct, le judo, c'est bon. Pour ça, le Kendo a regardé ça, il dit ouais, ben c'est parce que nous autres là, c'est qu'on fait de l'escrime. C'est de l'escrime, tu sais. C'est même pas des sabres en acier, c'est des sabres en bambou. Puis on a des règlements. Puis il y en a de l'escrime, regarde, il y en a chez vous, là, en France, il y en a en Angleterre, il y en a. Est-ce qu'on peut le faire? Ah, ma culture, c'est correct, on va le faire. Mais l'aïkido, c'est juste du cassage de bras. Fait que, ouais, je sais pas, dit, ouais, comment je vais faire? Il avait fait aussi une démarche, là je caricature un peu, mais il avait fait aussi une démarche spirituelle, tu sais, qui était c'est une espèce de John Lennon des années 20-30. Puis là, ben, c'était l'énergie, puis l'énergie positive, puis tout ça. Fait qu'il disait, regarde, ce que je vais faire, c'est juste dans la beauté du mouvement. Fait que là, il a créé c'était la finalité, la projection n'est pas importante. C'est comment y arriver en harmonie avec les vecteurs de poussée. Tu sais, mettons, par exemple, tu me fais un crochet. En karaté, ils vont casser, ils vont faire age uke, ils vont casser l'attaque, puis c'est très bon. C'est une façon de faire. En judo, on va bloquer, on va déséquilibrer, puis on va projeter. C'est très bon. En aïki, ils vont l'absorber complètement, puis ils vont la retourner. Ils vont continuer, ils vont continuer le vecteur. Ça aussi, très bon, mais ça prend de la précision en maudit. Puis la projection est plus théorique, si tu veux. Tu sais, bon. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas embarqué dans ça parce que, regarde, ça marche pas. Puis moi-même, quand la première fois que j'ai vu de l'aïki, j'étais en Europe, et puis il y avait un stage de judo, aïki, puis karaté, puis j'ai regardé les gars d'aïki, je me disais, regarde, tu ne me feras pas ça à moi, là, parce que ça ne marchera pas. Il a fallu que je fasse de l'aïkido, me dire que oui, je vais vous compter ça un peu plus tard, si on a le temps. Enfin, fait que l'aïkido, c'était un petit peu ça. Il arrivait chez nous, puis là, ben, il faisait des mouvements, tu sais, au niveau du mouvement, au niveau de la danse, au niveau de l'harmonie avec l'autre, ça marchait bien. Mais au niveau de l'efficacité, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui arrivait? Les gars, tu sais, il y avait des ceintures vertes chez nous, avec nos techniques, avec notre lumière. Nous autres, c'est l'efficacité qui arrivait meilleure, qui était meilleure qu'eux autres qui étaient ceinture noire. Par contre, si on essayait d'harmoniser, selon les règles de l'aïkido, si on essayait d'harmoniser le mouvement de mes ceintures noires avec ce gars-là, on n'arrivait pas. Mais nous autres, c'était l'efficacité, eux autres, c'était la beauté du mouvement. Fait que c'est deux approches différentes. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ben, les gars, ils venaient pas chez nous parce que c'est pas ça qu'ils voulaient. C'est pas ça. Eux autres, ils voulaient, même s'ils étaient moins compétents dans l'art martial, eux autres, ils voulaient garder les lumières. C'est la même affaire en karaté. En karaté, il y a des styles, des homemade styles. Quand il arrive avec un vrai prof de karaté, il me dit, oh, mon Dieu, c'est pas de même qui que j'ai appris, sauf que tu te rends bien compte que c'est pas techniquement, c'est croche que ce que tu fais. Est-ce que tu vas renoncer à ton grade de troisième dan pour tomber ceinture marron ou repasser tes tests? Il n'y a pas grand monde qui ont fait ça. Non. Il n'y a pas grand monde. Ils vont regarder avec les petits défauts et ils vont dire, moi, je fais ça de même. Ouais, mais ça doit dépendre des personnes aussi, parce que, tu sais, en fait, comme dans n'importe quoi, mais comment tu fais pour vivre avec intégrité en pensant que ce que tu fais, c'est bien bon, puis là, tu arrives dans la vraie vie, puis ça marche pas. Je connais. J'ai beaucoup de gars, j'ai beaucoup de gens, justement, qui ont fait la démarche inverse. Il y a des gens de Trois-Rivières, tu sais, un gars comme Michel Bouliane, un gars comme Yvon Courchaine, un gars comme... je vais en oublier d'autres. Ces gars-là ont fait, on va dire... Daniel Bino, en karaté chinois. Il y a bien des gens qui ont réussi ils ont dit non, ce qu'on a fait, c'est bon, mais c'est pas ça. Puis ils se remettent en question. Il y a des gens, oui, il y en a beaucoup de gens qui l'ont fait, puis il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Mais ça fait partie de l'humain. Hein. Ouais. L'intégrité, c'est être ou paraître. That is the question. C'est ça la question. C'est être ou paraître. Fait que si tu veux paraître, c'est comme les dames, il y a des gens, c'est des dames à tout prix. Des dames à tout prix. Des dames, non. Ouais, mais j'ai rempli les critères, j'ai mon nombre d'années. Regarde, c'est pas une récompense, un dan, c'est une compétence. T'sais. C'est bien beau si tu as toutes les. Ça fait 25 ans que tu es cinquième dan. Est-ce que tu es prêt pour le sixième dan? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir sixième dan? Qu'est-ce que tu as appris de plus que cinquième dan?
Moi, je me fais souvent poser la question, comment ça se fait? Tu veux-tu passer huitième dan? Non, je ne veux pas passer huitième dan. Oui, mais si t'as tous les points. Oui, j'ai tous les points, mais j'ai pas les. Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir huitième dan entre 7 et 8 là? J'ai enseigné 2 fois par semaine dans mon dojo. C'est ça que c'est. Non, c'est pas ça un huitième dan. C'est pas ça. Mon intégrité m'interdit de faire ça pour l'instant. Peut-être que je vais le devenir un jour, mais il faudrait que je fasse plus que ce que je fais là. C'est toujours même pas en faisant des chroniques qu'on devient huitième dan. Il y a quand même une maudite limite. Il faut être honnête avec soi-même. Oui. Fait que quand je vais faire quand je vais faire de la recherche, quand je vais avoir apporté quelque chose de concret à la communauté des cinquièmes dan et plus, mettons, ben là, c'est correct. Là, j'apporte à à du monde, mais pas à des. Un huitième dan, c'est quelque chose qui. Il va enseigner à des experts. Il va amener quelque chose de nouveau à des experts. Je fais pas ça là, pour l'instant. Je l'ai déjà fait jusqu'à 7, mais pas à 8. Et là, non. Fait que je vais attendre. C'est pas d'importance. Mais il y en a d'autres, ils sont troisième dan, puis ils veulent être cinquième dan de suite. C'est parce que je suis rendu là, puis ça me prend mon. Non, regarde, ça marche pas de même. Ouais. C'est pas un ananas, ça, là, c'est une compétence. Mhm. Ouais, puis ça me fait penser aussi, tu parlais tantôt là, de la beauté du mouvement, là, puis je fais beaucoup de parallèles à ce que j'enseigne parce que je l'ai déjà fait ça, dans le gym où est-ce que les gens que j'entraînais, quand je me détachais puis je regardais de l'extérieur, il y avait tous des belles positions. J'étais comme crime, tout le monde est bien parfait, les genoux vers l'extérieur sont droits, leur dos est droit, puis mais tout le monde avait mal dans le dos, y compris moi, puis tout le monde avait mal dans les genoux. J'étais comme, tu sais, c'est pas une question de position. Là. Fait que, tu sais, de finir par enseigner. Ce qui est vraiment plus difficile, ça va être enseigner des tensions, parce que là, c'est la personne qui est devant de toi. Il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle ressent. Puis ça, c'est dans ça, là, approfondir le mouvement. Où est-ce que des fois, la position est so-so, mais tu le sais, avec ton œil de coach qui s'est développé, tu le sais qu'il est en bonne tension, puis que tout est parfait pour son corps unique qu'elle a. Puis éventuellement, sa position va s'améliorer parce que ses tensions vont s'améliorer. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on est là. Puis c'est ça, tu sais, c'est de redonner un peu du pouvoir aux individus qui soient capables de ressentir un mouvement, qui aient la confiance, puis qui n'aient pas tout le temps besoin d'avoir un coach qui va leur dire « Ah oui, ta position est bonne, tu sais, ce que tu fais, c'est bon. » Non, non, tu sais, à un moment donné, il faut que ça vienne de toi, tu sais, il faut que ça vienne de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'avoir une marque sur ta ceinture qui va te dire « Ah oui, t'es rendu là. » Parce que, tu sais, si on te le donne juste parce que tu remplis les critères sur une feuille, mais en pratique, non, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, c'est ça. Un éducateur, c'est rendre le monde autonome. C'est ça qui est le but, c'est être capable de rendre les. Il faut lui donner des outils pour qu'il soit capable d'évaluer les connaissances de façon honnête, précise, puis de voir où ça, là où ça marche pas. C'est ça notre rôle. On va lui montrer au meilleur de notre connaissance, puis quand il y a des aspects qu'on ne connaît pas, on va les référer à des experts qui, eux autres, vont les connaître. C'est ça qui est l'idée. C'est ce que Nakamura fait, c'est ce que Nakamura a fait. Nakamura, c'est un monument de judo. C'est un ordinateur Mac des nouvelles générations. C'est écœurant, c'est épouvantable. L'étendue de ses connaissances en technique de judo. Mais il s'est fait, il se fait aider au niveau psychologique, il se fait aider par des psychologues. Mettons, il y a des athlètes. Ben, s'il n'est pas capable de les coacher, il va trouver un psychologue sportif et dire regarde, aide-moi donc, j'ai besoin de. Pour rendre ces gens-là, pour rendre les athlètes autonomes, pour qu'ils soient capables de s'entraîner, parce qu'à un certain moment donné, ce que ça prend, c'est qu'ils vont les envoyer en Europe, ils vont les envoyer au Japon, ils les envoient un peu partout. Puis les coachs ne suivent pas parce qu'il n'y a pas de budget, fait qu'ils sont tout seuls, fait qu'il faut qu'ils sachent quoi faire, quoi prendre, quoi ne pas prendre dans l'entraînement qu'on lui propose. Et pour ça, c'est ça qui est le rôle d'un entraîneur, c'est de les rendre autonomes, puis être capable de juger de façon critique ce qui nous est présenté. Est-ce que c'est de la bullshit ou c'est pas de la bullshit? Oui, c'est bon, c'est pas bon pour moi parce que moi me casser le dos, moi me casser le genou, etc. C'est ça qui est le but. C'est ça qui est le but d'un éducateur. Ouais, ça me fait penser quand j'étais allé, dans le fond, la façon qu'on enseigne présentement au gym, ça a changé il y a 3 ans, peut-être 3-4 ans. Puis c'est quand j'ai rencontré mon mentor, Julien Pinault, où est-ce que j'étais allé, puis là, je l'écoutais parler, puis j'étais comme, tout fait du sens. J'ai aucune raison de ne pas adapter ce qu'ils viennent de dire là, pendant une fin de semaine. Puis d'avoir cette humilité-là aussi, de savoir que, tu sais, ce qu'on a fait dans les dernières années, pas que c'était mauvais, mais comme c'est appelé à évoluer. Là.
Puis là, il faut évoluer vers quelque chose de plus complet, de plus profond. Exactement. Ben, ça me fait penser un peu que je te parlais de Jean-Pierre Carpentier tout à l'heure. Ben, Jean-Pierre, tu sais, quand il voulait, on avait des demandes en judo pour enseigner le judo. Ça nous prenait des profs de judo. Puis les gars étaient en place. Ils connaissaient rien. Ils connaissaient pas grand-chose. Fait que je les ai enseignés en même temps qu'ils sont venus dans le cours des élèves. Mais c'est des éducateurs à plein temps. Ça, c'est des profs d'édu. Fait que le gars, il est ceinture jaune. Moi, j'étais sixième dan à l'époque. Puis là, on s'assoit au café. Puis là, on commence à échanger. Puis il me dit, moi, c'est pas ça que je fais ça autrement. Puis là, il est en train de me donner des conseils. Vous savez, quand j'ai commencé à enseigner le judo, j'avais 15 ans. Puis là, je n'avais, je sais pas, peut-être une trentaine d'années, une trentaine d'années. Puis il me disait comment enseigner. Fait que j'ai l'écouté, je me suis dit, j'avais deux choix. Hein. Je veux dire, ouais, qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais dans ça? J'aurais pu prendre cette année, les ceintures jaunes, là, regarde, là, on s'entend. Au contraire, ce gars-là, j'ai regardé, je le trouvais intelligent, puis je le trouve encore intelligent. Il était intelligent dans son approche, puis il récupérait du monde que j'aurais jamais été capable de faire. C'était un magicien à sa manière. Je dis, hey, j'ai des choses à apprendre de ce gars-là. J'ai des choses à apprendre de ce gars si je veux. Laisse faire le sixième dan, là, c'est la pédagogie. Puis la pédagogie, t'es pas sixième dan pantoute, là. T'es pas sixième dan. T'es un débutant dans ça parce que tu as juste entraîné une gang de pareils comme toi, des gens qui s'entraînent fort pour être les meilleurs au monde, puis c'est ça qu'ils veulent, puis ils sont prêts à tout. Là, c'est pas ça, là. Lui, il connaît tout le reste du monde, pas juste une partie, c'est le reste du monde. Fait que j'ai le choix. Tu regardes, puis tu l'écoutes, puis tu apprends, ou tu te prends pour un autre, puis tu lèves le nez là-dessus, sur cette richesse-là. Puis ça, j'avais pas le droit de faire ça. Et je m'en félicite à deux mains. J'étais vraiment content de cette décision-là. Ben, l'humilité, c'est l'humilité. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est quoi un spécialiste? Un ultra spécialiste. C'est un gars qui connaît rien que ça. C'est un ignorant dans d'autres domaines. C'est ça, un spécialiste. Puis en plus de ça, il n'y a aucune espèce de mérite à être spécialiste parce qu'on aime ça faire ça. Fait que, on a consacré notre vie à un chapitre, mais il y a plusieurs autres chapitres qui valent la peine d'être vus aussi. Puis si le gars d'à côté ou la fille d'à côté prend le chapitre que toi, ça ne t'intéresse pas, ça peut être aussi intéressant si tu écoutes son point de vue. Parce que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est ça le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis, tu sais, quand je regarde, moi, j'ai rencontré des dixièmes dan, là. Des dixièmes dan, en judo, il n'y en a pas beaucoup. T'sais. Au Japon, il y en avait trois. Quand j'ai voulu passer septième dan, il y avait différentes versions des katas. Il y a des katas qu'il faut apprendre, il y a des affaires qu'il faut apprendre. Puis j'écoutais, Nakamura me disait une chose, M. Damblanc me disait une autre affaire, puis tel autre boss, il me disait une autre chose. OK, fait que j'ai profité d'un voyage que Judo Québec a organisé pour être allé au Japon pour apprendre ces choses-là. Puis j'ai eu la chance de les faire enseigner par les. Le gars, le Daigo, un des boss avec qui il m'a invité, imagine-toi. Le gars, là, il était champion du Japon en 1951, quand je suis allé. Puis il était sixième dan en 51. 50 ans plus tard, j'y vais. Et puis, le gars, il est smart, il est gentil. Il nous a invités à souper. C'était extraordinaire. Des gars extraordinaires. C'est des gens qui sont reconnus à travers le monde, du monde simple. Mais Kimura Sensei, le fameux Kimura. Kimura, c'est tout le monde. C'est un dur, vraiment un champion d'exception. Là. Mais il est venu chez nous, il est venu à la pêche. Je l'ai amené à la pêche. Je l'ai amené à la pêche, tu sais, puis il est venu chez nous. Il a, c'est un gars qui a bercé mes enfants, il a bercé ma fille, Michel, il l'a bercé. On a jasé, c'était un gars simple, puis il m'a envoyé des cartes de Noël pendant des années. C'est un monsieur qui ne prend pas pour un autre. Il dit, moi, j'ai juste fait ça parce que j'aime ça. Tout le monde me salue, mais j'ai aimé ça, faire ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On me récompense pour ce que j'ai aimé faire. C'est un peu la même chose. Tu m'invites pour un podcast, pour parler des affaires que j'aime.
Il n'y a pas de mérite dans ça, c'est juste le fun. Ben, tu l'as dit tantôt, puis je pense que d'un côté, c'est vrai, mais je pense aussi que maintenant, c'est tellement facile de ne pas faire ce qu'on aime puis de ne pas être soi-même parce qu'on est encouragé à euh, tellement déroger de ça tout le temps. Mais tu sais, dans le fond, là, on a le choix. On a le choix d'être des héros dans des games vidéo. Tu sais, je regarde ça, tu sais, les gens, ah, c'est à moi, je suis rendu là, puis ouh, tu sais, j'en ai tué du monde, puis tu sais, j'en ai passé des étapes puis des épreuves. Oui, t'es assis devant un ordi. Tu peux faire ça comme ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas la vraie vie, ça. C'est quand tu sors, là, c'est pas le vrai héros, là. Le vrai héros, il est assis, il n'a rien fait. Ou encore, prendre un domaine, n'importe quel domaine, puis, tu sais, travailler, puis changer la vie du monde avec ça. Parce que quand tu enseignes à quelqu'un, ce que tu fais, tu as changé la vie du monde. Moi, j'ai des gens qui viennent, des gens avec qui je suis en contact. Tu sais, j'ai passé, il a fait 40 ans qu'ils ont fait du judo chez nous. Puis ils m'envoient des cartes de Noël où ils me disent bonne fête ou ils sont en contact puis ils me le disent, ah, tu as changé ma vie. Puis moi, M. Wattier a changé ma vie. Jacques Tremblay a changé ma vie. C'est des gens qui ont changé ma vie. Puis je suis content de les avoir connus parce que j'ai vécu heureux. Tu sais, j'ai été heureux toute ma vie. Je suis vraiment content. Je veux dire, je n'ai pas été malheureux. Moi, je suis un gars heureux à cause de ça. Puis, tu sais, mes élèves qui ont 40 ans de judo, qui font 40 ans qu'ils font du judo chez nous, je les ai donné, tu sais, j'ai changé leur vie. Puis les profs d'édu, au département, il y avait Daniel Sirène. Daniel Sirène, j'avais pas beaucoup d'affinité avec Daniel. C'est un gars intelligent, mais c'est un gars de plein air. Moi, je suis un gars dans tu sais, lui, il est toujours dehors. Moi, je suis toujours en dedans. Fait que, et puis, mais ce gars-là, il a amené des gens au trekking de l'Himalaya. Il y avait des étudiants, là, des petits gars de cégep, des petits filles de cégep, qui vendaient des gilets pour se faire un fond. Puis avec leurs argent qu'ils avaient ramassé, ils s'achetaient des billets d'avion, ils s'en allaient au Tibet. Puis là, ils faisaient le trekking, de l'Himalaya, de l'Everest, le trekking de l'Everest, puis ils redescendaient. Ça, là, quand tu as fait ça dans ta vie, là, puis ils ont amené au Kilimanjaro, puis il a fait beaucoup de montagnes avec eux autres, il a changé leur vie. Ces enfants-là ne voient pas la vie jamais. Quand ils ont fait ces expériences-là, puis qu'ils reviennent, ils se sont enrichis de façon exponentielle. Puis c'est pas du judo, là. C'est une affaire complètement différente que moi, j'aime pas. Tu sais, j'aime pas ça, grimper après des roches, là. Mais, tu sais, je veux dire, il a fait ça. Puis il a changé la vie du monde, puis il mérite le respect. Tu sais, ce gars-là, tu sais, c'était un prof avec, tu sais, comme je te dis, c'était un prof comme les autres, mais quand tu regardes ce qu'il a fait, malgré le fait que j'avais pas d'affinité avec, écoute, il a changé la vie du monde. Puis je suis vraiment fier de l'avoir connu, ce gars-là, parce que, tu sais, c'est vraiment quelqu'un de majeur, tu sais, qui a fait le bien pour les bonnes choses. C'est ça l'affaire. Puis combien il y en a que je le nomme, je le nomme parce que c'était mon boss aussi. Et puis, mais voilà, tu sais, c'est ça l'affaire. Il y en a un que je suivais de peut-être avant, là, que je lisais beaucoup de ces trucs de marketing, justement, parce que tout son marketing partait par juste faire la bonne chose. T'sais, pour ces gens-là, leur rendre service à eux. Puis qu'est-ce qu'il disait, lui, il évaluait pas la vie, il évaluait pas sa performance, si on veut, au nombre de vies qui avaient changé, mais au nombre de vies qui avaient été changées par les gens à qui il a enseigné. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment fort aussi, de savoir qu'on va, oui, changer la vie de certaines personnes, mais ces personnes-là vont continuer à comme partager notre message. Ben, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça l'humanité. C'est ça l'humanité. Il faut laisser, tu sais, construire un monde meilleur. Puis c'est difficile aujourd'hui parce que il y a beaucoup de factices. Il y a beaucoup de factices. Il y a beaucoup de, de, de paraître. Puis, tu sais, les gens réfléchissent plus. Les gens ne réfléchissent plus. Ils réfléchissent très peu. Tu sais, il y a trop d'informations qui viennent d'un peu partout. Puis, les gens ont de la misère à faire un choix. Fait qu'il il faut qu'ils s'assoient quelque part, puis qu'ils s'assoient, puis qu'ils performent, qu'ils apprennent quelque chose dans un domaine,
au moins dans ce domaine-là, ils vont, quel qu'il soit, ils vont s'apercevoir que, il me semble que ça pourrait être mieux. Dans d'autres domaines, ils vont voir qu'en s'assoyant, en réfléchissant sur une activité humaine intelligente, ils vont pouvoir dire, ben regarde, on pourra faire ça autrement. Ce qu'ils disent, ça a plus ou moins de sens. Parce que tu es assis, tu deviens expert dans un domaine, et puis là, ben, tu regardes ça, puis tu peux dire, regarde, ce domaine-là, les méthodes d'apprentissage sont pareilles partout, mais ça nous permet de réfléchir sur la vitesse de la société. Mais il ne faut pas non plus cracher là-dessus. Je veux dire, tu regardes les nouvelles technologies. Moi, là, ça me passionne, ça. Ça, là, les nouvelles technologies, les podcasts, les ci, les ça, là, c'est... Hey, c'est un monde. C'est un monde pour parler au monde. Fait qu'il faut s'intéresser à ça. Tu peux plus mettre sur le perron de l'église, il n'y en a plus d'église. Il n'y en a plus d'église. Fait qu'il faut prendre ces moyens-là qu'on prend, puis hey, c'est facile. C'est facile de faire ça maintenant. C'est pas... bien faire ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, mes petites vidéos là, de mon oncle, là, ça va être tout croche peut-être, mais ça va être fait avec passion, ça va être fait avec cœur. Puis j'espère, les gens vont le voir, ça. S'ils ne le voient pas, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est pas moi, Spielberg, c'est pas moi. Sauf que je veux dire des affaires, puis je vais prendre ce qui est à ma portée pour le faire. Du mieux que je peux, pour les bonnes raisons. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Probablement pas. Ça va m'avoir coûté de l'argent parce que Ouais, moi aussi. s'équiper, ça coûte du fric. Mais ça, je disais à ma femme cette semaine, je vais passer une journée sur une vidéo à essayer de monter ça comme du monde. Une journée. Parti à 8 h le matin, fini à 10 h le soir. Puis c'est pas encore fait. Puis je suis monté. Je dis, hey, je suis content. Je suis content que j'ai fait ça. Ça dure 4 minutes, je pense, ou 5 minutes, tout le maudit vidéo. Ouais. Mais c'est pas grave, tu sais, j'ai passé ma journée, puis je suis content, puis quand je vais présenter ça au monde, je vais le présenter avec fierté. Peut-être que ça va être tout croche. So what? Ouais. So what? Ah, moi, il y a une chose que je fais, puis à chaque fois que je la fais, je suis content, c'est quand j'écris. Quand j'écris un texte, là, j'écris au moins une page, je finis de l'écrire, on dirait que je suis content pour le reste de la journée. Ça n'a pas apporté rien à personne sauf moi, puis tu sais, souvent je les partage, mais la partage puis que le monde, ça les fasse... Ça me dérange pas. Juste le fait d'avoir assis, fait la chose. Moi aussi, j'écris beaucoup. Et puis, attention, là, j'écris beaucoup. Ça, c'est prétentieux, alcoolique. Tu sais, mettons, t'écris un texte pour ton podcast ou une chronique sur les grades, mettons. Là, j'écris ça. Puis là, ben, je mets ça de côté. J'attends une semaine. Au bout d'une semaine, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi? C'est plus clair. Ouais. Parce que quand on le pond, on est en pleine passion, on est dedans, puis, mais l'auditeur, lui, il sait pas de quoi tu parles. Fait qu'il faut que tu mettes ça de côté. Quand j'ai fait de la photo, je fais encore de la photo d'oiseaux. Tu dis, le petit pit, il est-tu assez beau? Et regarde, mets-le dans le tiroir, tu regarderas ça dans 15 jours. S'il est encore beau dans 15 jours, peut-être qu'il est beau. Parce que l'émotion n'est plus là. Parce qu'on écrit avec nos émotions, on écrit avec nos tripes. Puis on les met sur papier, on les met sur photo. Mais là, c'est parce que c'est bon pour le moment. Est-ce que ça va être encore bon dans 2 ans? C'est ça l'affaire. Si tu regardes je regarde des photos que j'ai prises il y a 2 ans, que je trouvais ça donc beau, là, je trouve ça donc ennuyant parce qu'il n'y a plus d'émotion. Des fois, il est 5h30 le matin, tu es sur le bord d'un marais plein de moustiques, puis tu prends une photo, là, tu es content de l'avoir. D'abord, c'est une race que tu ne vois pas jamais. Puis, tu arrives chez vous, tu es super content, mais 2 ans après, là, les moustiques, tu les as oubliés, puis l'image est banale. Oui, parce que tu es content dans le contexte, dans les circonstances. C'est comme là, j'ai réussi à faire quelque chose dans ce contexte-là, mais quand tu t'enlèves le contexte, ouais. Puis celui à qui tu vas enseigner, il n'a pas le contexte. Mm-hmm. C'est la même affaire quand on est sur un tapis de judo, quand tu es dans ton gym. Tu pars avec une idée, puis tu es enthousiaste, mais l'autre, il arrive de souper, là, il fait juste gérer. Ouais. Il n'y a pas la même intensité. Fait que c'est ça qu'il faut mettre en perspective aussi, je pense. Ouais. Tu parlais tantôt là, d'être spécialiste dans un domaine, tout ça, puis ça m'a fait penser à, selon ce que tu sais, quel serait un bon moyen de faire du sens dans le monde dans lequel on vit, ou peut-être une autre question,
qu'est-ce que ce serait les qualités de base à développer pour être capable de fonctionner dans un monde qui change constamment ou est-ce que c'est chaotique? Ben, en fait, je pense qu'à l'enfance, il faut lire beaucoup. Il faut lire des bandes dessinées. C'est bizarre à dire, hein, mais les bandes dessinées, là, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris, les Tintins m'ont appris beaucoup de choses. Les Spirou m'ont amené beaucoup de choses. Les Astérix. En fait, parce que, d'abord, tu t'intéresses à la lecture. Fait que là, ces héros de bandes dessinées-là vont t'amener dans l'égyptologie, par exemple. Tu sais, mes Mortimer, tu sais, le Casterman, ça que. Ben, tu sais, mes Mortimer, c'est les secrets de la Grande Pyramide. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, les secrets de la Grande Pyramide? Puis là, tu vas voir dans le dictionnaire Larousse, puis tu commences à regarder des affaires sur les pharaons, puis tout ça. Fait que tu t'intéresses à ça. Tu t'intéresses à ça. Et puis, quand un peu plus vieux, ben, je me suis intéressé à ça, mais quand je suis allé en Angleterre, ben, la première chose que j'ai vue, j'ai été voir Ramsès II. Je dis, hey, je te connais, je sais t'es qui, toi. Parce que ça m'avait donné. Donc, les bandes, lire, après ça, bien évidemment, et puis, juste des revues. Tu sais, quand tu vois chez une tabagie, tu regardes des revues, il y a plein d'affaires que le monde aime. Il faut que tu trouves une passion. Puis là, à ce moment-là, ben, tu vas t'intéresser à quelque chose. Et beaucoup de mes amis sont retraités, la plupart d'ailleurs. Mais tu sais, je m'ennuie. Comment ça, tu t'ennuies? Comment on fait pour s'ennuyer? Il y a toujours quelque chose à faire. Moi, j'ai pas assez de temps pour toutes mes passions. Tu sais, puis, tu sais, la musique, j'aime la musique, c'est bon. J'ai toujours aimé la musique. J'ai pas le temps d'en écouter. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, pendant la pandémie, je me suis mis à écouter au moins deux albums minimum de genres différents. Ça pouvait partir de Led Zeppelin. Après ça, c'était Mozart. Après ça, c'était, je sais pas, du jazz de John Pizzarelli. Puis après ça, c'était du baroque. Je m'obligeais à écouter l'album au complet parce que, quel que soit le style, c'est des gens qu'on entend parler des siècles après. Tu sais, les Beatles, ça joue encore. Ça, c'est de mon époque. Mais c'est ça l'affaire, c'est que il faut s'intéresser à des choses, il faut s'asseoir, puis tu peux pas t'ennuyer quand mais ça se prend de bonheur, ça. T'as pas, non, même que je te dirais que on devient pas passionné. Mhm. On est du verbe naître, on est passionné. C'est des gens qui l'ont, cette passion-là. Regarde des profs, tu as eu des profs, j'ai eu des profs, d'un ennui mortel. Un ennui mortel, ils lisent des livres, ils rouvrent le livre puis ils lisent. C'est-tu assez ennuyant? Puis si, moi, je donne des formations, et puis, c'est des PowerPoint, puis des affaires de même. Mais tu sais, je dis, là, je dis pas, je lirai pas le PowerPoint. Vous êtes capable de le lire. Durant le temps qu'ils le lisent, moi, je donne des commentaires sur le PowerPoint. Je me refuse à faire ça parce que c'est un ennemi mortel. Et c'est ça qu'il faut pas dire. C'est ça l'affaire. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ouais, ben, est-ce que tu penses qu'ils deviennent. Tu dis ils naissent passionnés, puis c'est passionné de quoi? Parce que moi, je me dis on n'est pas. On finit par. Les choses finissent par être intéressantes parce qu'on s'y intéresse, Exact. parce qu'on investit de l'énergie dedans. Puis je me dis, tu peux venir passionné, puis je pense qu'à la base, on est tous avec une certaine curiosité de la vie. Juste que là, j'ai une petite de 1 mois et demi, là, où est-ce que, on dirait qu'elle est vivante, puis juste comme découvrir ses mains, c'est quelque chose juste de découvrir le monde. Mais j'ai l'impression que ça, pour certaines personnes, ça se perd avec le temps. Ou est-ce qu'ils sont plus curieux de, bon, mais tu sais, c'est quoi le monde dans lequel on vit? Moi, je me demande encore dans quoi qu'on vit. Ah. Là. C'est quoi cette grosse soupe-là là, qu'on baigne tout dedans? Là? Oui, c'est ça. Ben, en fait, exactement. Mais ça, il faut. Ça prend, il faut être curieux. Il faut être curieux, mais c'est au niveau de l'intensité. Il y a des gens qui ne sont pas intenses dans rien. Mm. Mais ça, l'intensité, ça peut s'apprendre de bonne heure, justement. C'est, si tu étais stimulé jeune, enfant, ben là, tu vas l'être. Puis ça, je pense que c'était. Moi aussi, j'en ai des enfants, mais ils n'ont pas le son âge. Moi, j'ai deux filles. J'ai deux filles, une fille de 46 ans et une fille de 43 ans. Et puis, j'ai une petite fille de 16 ans. Et puis, je dois dire que quand mes filles, je les ai pas vues beaucoup parce que quand ils étaient jeunes, j'étais en pleine période de. Puis ça, je le regrette énormément. Ça, c'est un de mes regrets, c'est de ne pas avoir voulu voir pousser mes enfants. Tu sais, j'ai été absent souvent. Par contre, ma petite fille, j'étais extrêmement présent. Puis dès le départ, j'ai dit, regarde, on est très, très proches, mais on l'a stimulé. On l'a gardé, ma femme et moi, on l'a gardé des premières années de sa vie parce que Véro travaillait.
Puis j'avais la chance de l'avoir, tu sais, du matin au soir. J'ai compté des histoires. J'ai fait des jeux. J'ai fait toutes sortes de patentes. J'ai fait écouter de la musique. Puis tu sais, mais aujourd'hui, je regarde, ça l'a payé parce que c'est une petite fille qui est très, 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 très allumée. Mais je pense que c'est parce qu'on l'a stimulé. Je ne l'ai jamais laissé écouter la télévision tout seul, là, tu sais, avec... non, si tu ne feras pas ça, on va s'occuper, on va jaser, on va jouer, on va faire des affaires. Et puis je regarde quand les fameux les handicapés intellectuels que je te parlais tout à l'heure, il y en avait que c'était des déficiences intellectuelles notables. Il y en a d'autres, là, c'était une déficience sociale. C'est que les parents, ils s'en étaient pas occupés. Ils les avaient laissés, pour différentes raisons qui ne nous regardent pas. Puis c'est pas un jugement que je porte. Sauf que, comment expliquer que cet enfant-là, qui arrivait en septembre, avait de la difficulté à dire 3 mots d'affilée ou avoir une phrase complète, puis qu'à la fin de la session, à la fin de l'année, ça ne prenait pas une session, ça prenait quand même un an. On commence en septembre, on finit ça en fin juin. En fin juin, elle était capable de prendre l'autobus toute seule, elle était capable de jaser avec le monde. Comment ça se fait, ça? Puis là, on arrêtait 2 mois parce que ça. Puis là, elle revenait en septembre et elle avait rebaissé parce qu'il n'y a pas de stimuli. Fait qu'il faut être stimulé, mais il faut être stimulé. Puis pour ça, ben c'est ça l'affaire. C'est que si tu n'es pas stimulé jeune, c'est une carence qui ne reviendra pas. C'est une carence qui ne reviendra pas. C'est tough de savoir à quel point on est interdépendant de notre environnement. Tu sais, comme quoi que notre environnement va construire la plupart de la personne qu'on est, puis si on change d'environnement, on devient une personne différente. Puis à quel point ça a une grande influence. Puis ça me fait penser, j'ai eu aussi l'été dernier, en fait au début de l'été, un groupe de jeunes qui ont été étiquetés troubles de comportement. Puis ben c'est ça, moi les étiquettes, j'aime pas vraiment ça, parce que justement, après ça, eux, ils s'étiquettent comme ça, puis ils pensent qu'ils sont ça pour le reste de leur vie. Il y en a un jeune que j'ai eu, il faisait du rameur, puis il allait quand même lentement. Puis j'ai dit, juste, après moi, t'es capable d'aller plus vite. Puis il s'est mis à aller plus vite. Puis à la fin, quand il a fini son rameur, il m'a dit, tu sais, moi, je suis quelqu'un de paresseux. Il va avoir 10 ans. Le petit. Ouais, c'est ça. Qui t'a dit ouais. ça? Je dis, toi, t'es quelqu'un de paresseux. Il dit, ouais, mais tu sais, j'essaie de changer ça. Puis j'ai rien dit, mais je trouvais ça donc terrible, parce que ça vient pas de lui. Là. C'est pas lui là, qui s'est dit, ben moi, je suis un jeune homme paresseux. Non, non, c'est du monde qui ont dit, t'es paresseux. Puis ça m'a tellement touché que maintenant, mais je prends le temps de peser mes mots. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Les étiquettes qu'on pose aux gens, savoir que les gens sont tellement plus complexes que des étiquettes. Puis si on n'est pas capable de comprendre l'entièreté de leur être, ce qui est presque impossible, ben au moins au minimum qu'on ne les étiquette pas, parce que c'est juste plus facile pour nous, mais après ça, c'est qu'on leur rend pas service à eux. Je te regarde, là, tu me dis ça, puis tu as de l'émotion dans toi, tu as de l'émotion en toi, parce que tu l'as vécu, ça, tu sais, ce que tu viens de me raconter, tu viens de le revivre encore dans ta tête. C'est ça, c'est vraiment être sensible, c'est vraiment ça, être à l'écoute de l'autre. Et oui, c'est important. Imagine-toi quand une ceinture noire te dit que t'es pas bon. Tu sais, pas le petit gars ou la petite fille qui vient faire du judo à 10 ans, qui te regarde, tu es sur un piédestal, puis tu lui dis, toi, t'es pas bon. Hey, ça a un impact extraordinairement. C'est extraordinaire le mal que tu fais. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le coaching. Tu sais, en hockey, là, des fois, les coachs, c'est des deux de pique, il faut le dire. C'est pas pour rien qu'on fait des programmes des PNCE. Parce que, tu sais, je veux dire, il faut. Un enfant, c'est un enfant. Quand quelqu'un arrive à un enfant, un adulte qui s'intéresse à quelque chose, qui connaît rien, ben, il faut que tu fasses attention à ce que tu lui dis. Il faut que tu lui mettes en lumière que oui, il peut être bon. Puis s'il n'est pas bon, tu ne dis pas tout de suite, tu dis on va le changer, puis tu vas l'amener à son meilleur. C'est ça qui est l'idée. Puis ça, pour ça, il faut avoir une sensibilité. C'est pas tout d'être bon. Tu sais, la compétence, c'est l'image, c'est le discours, puis c'est les connaissances. C'est les trois affaires. C'est les trois affaires. Ben, être compétent. Moi, j'ai vu des champions du. Il y avait un gars à Trois-Rivières il y a quelques années, je ne le nommerai pas, mais on a eu un champion olympique en 80. Okay?
Il ne doit pas en avoir beaucoup. Non, plusieurs catégories. OK. Fait, le gars, il est extraordinaire. Il est vraiment bon. Ah, il est super. Fait que je vois, tu sais, à l'époque, je voyage beaucoup. Je le rencontre. Puis, je dis, ce serait intéressant que tu viennes au Québec. On va organiser un stage. Parfait. Pareil. Il dit, oui, c'est beau. Fait que j'arrive, je reviens chez nous. J'appelle Judo-Canada, Judo-Québec. On va organiser un stage avec lui. Puis ça va être le fun. Ça va être à Trois-Rivières en janvier 81. Fait que là, évidemment, on reçoit l'équipe du Québec, l'équipe du Canada, puis mon dojo. Fait que le gars arrive. Puis, altier, tout ça. Puis il regarde. Il dit, OK, on va prendre le plus petit là, le plus gros là. Fait que là, il y avait des ceintures jaunes. Puis il y avait des champions canadiens là, dans le lourd. Il fait des combats avec tout le monde. Il a planté tout le monde. Il dit le judo, c'est pas très fort ici. Fait là, j'ai regardé tout le monde. J'ai dit, toi, tu vas sécher. Parce que c'est moi qui vais être responsable. C'est moi qui est responsable de toi. Tu passes une semaine chez nous, tu vas t'ennuyer parce que tu nous ennuies. Le gars, il était pas compétent. Puis ce qu'il a fait, il a brisé l'image d'un grand champion. Il l'a brisé juste là. Ça a pris des années à revenir, ça. Ça a pris des années à revenir. Ça, je n'y pardonnerai jamais. Je n'y pardonnerai pas parce qu'il a scrappé du monde. Pas parce qu'il les a fait mal, parce qu'il les a humiliés. Et ça, là, c'est inadmissible pour quelqu'un pour qui on prend un modèle. C'est un modèle, il faut qu'il se comporte. C'est des responsabilités d'être champion. C'est des responsabilités d'être un prof. Tu es un modèle. On va t'écouter, justement. On va t'écouter. Ben, dis pas de bêtises, mon vieux, parce que si on t'écoute, tu vois, ça fait dur, là, des fois. Il y en a qui sont bons, mais ils sont pas compétents. Pas parce que t'es bon, parce que t'es compétent. C'est une autre affaire, ça. Non, puis tu sais, ça montre aussi, ça revient à ce que tu disais tantôt, comme on a tous ce pouvoir-là de changer la vie des gens par nos actions, puis par nos interactions. En fait, on le fait tout le temps. Mais juste de le reconnaître, puis de prendre la responsabilité de ce pouvoir-là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider tout le monde, en fait. Juste de savoir que n'importe quelle parole, ben tu vas, comme là ben, après cette discussion-là, ben, on sera plus les mêmes. On va changer. Ben oui. Mais, tu sais, avant de dire, c'est sûr qu'il ne faut pas juste flatter les gens dans le sens du poil non plus. Mais avant de les critiquer, là, tu sais, puis critiquer leur comportement, tu sais, les critiquer, tu sais, des fois, il y a des comportements, supposons des athlètes, par exemple. Les athlètes, tu sais, qui ont beaucoup de potentiel. Ça, j'ai vu ça souvent, puis on voit ça souvent. Ils ont les qualités physiques, ils ont la capacité d'entraînement, ils ont la disponibilité, mais ils n'ont pas de vie. La vie qu'ils mènent, c'est incompatible. C'est des gens qui vont, supposons des gens qui sortent jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis comme ils sont bons, ça ne paraît pas. Ils vont gagner pareil. Ça, j'ai vu ça. Là, surtout quand ça arrivait de l'extérieur, les années 80, où est-ce que j'étais au pic de mon métier d'entraîneur. Fait que ça arrivait d'un peu partout. Puis là, je regardais, il était bon, mais ça sortait jusqu'à 3-4 heures du matin. Fait que, comment on fait? Je ne pouvais pas lui dire, fais pas ça. Je ne pouvais pas lui dire, fais pas ça. Comment j'ai fait? C'était simple. Je disais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire ici, là? Ah, moi, je veux être champion canadien. Ah, tu veux être champion canadien? Parfait. Regarde, toi, on va faire ça. Là, ça, mon contrat, c'est de te rendre là. C'est ça que je comprends? Parfait. Moi, le contrat que toi, je te demande, c'est juste d'être aux entraînements. Ça marche-tu, ça? Faut que tu sois aux entraînements. Si tu es aux entraînements, tu vas être champion canadien. Ça marche? Oui, parfait. Les entraînements, j'ai oublié de te dire, c'est de 5h30 le matin. À 6h, il faut qu'on soit prêt. De 5h30, 6h moins quart, mais de 6 à 7h30 au cégep, au pavillon des humanités, au pavillon des sciences en bas, on fait 500 naguets commis, il faut que tu sois là. Faut que tu sois là. Fait que le gars, je disais pas de pas sortir. Mais quand il est arrivé de poker 2-3 fois, puis c'est là, quand je le voyais qu'il y avait, parce que des fois, ça sent encore la boisson. Fait que là, lui, on mettait un petit peu de sauce, on mettait encore, on le poussait à bout. Fait que là, c'est sûr. Il disait, je suis fatigué. Ben oui. Comment ça? Comment ça, t'es fatigué? Ah, hier, OK. Ah, ça, c'est ta vie privée, mon chum. Ça, c'est ta vie privée. Tu remplis ton contrat. 5h30, tu étais sur le tapis, c'est correct. J'ai rien à dire. Mais ça se corrigeait tout de suite. Au bout de 2-3-4 fois, il ne le faisait plus. Ou il s'en allait. Ou s'il manquait 3-4 pratiques, je disais, regarde, tu voulais être champion canadien, mais là, regarde, c'est parce que tu as manqué 3 entraînements cette semaine-là. Fait que tu ne pourras pas l'être. Si tu veux l'être, il faut que le quota, il est déjà là.
Tu peux être champion provincial, par exemple. Si ça fait ton affaire, ça, je suis capable de te le donner. Ah non, c'est pas ça que je veux. Ben, faut que tu changes. Fait que c'est comme ça. Puis, tu sais, à un certain moment donné, les adultes, tu sais, tu peux pas tout lui dire tout de suite, mais quand ils commencent à te faire confiance, tu sais, au bout de quelques années, puis ils ont des problèmes, tu sais, dans ton domaine à toi, tu te dis, ben, c'est parce que il faudrait que tu fasses, tu sais, il faut que tu fasses attention, tu peux les guider, mais t'es qui pour donner des conseils de vie à d'autres, c'est quand c'est pas dans ton domaine. Tu sais, souvent les sensei, tu dis, oh, sensei. Attention, le sensei, c'est un sensei en judo, là, ou en aiki, ou en karaté. C'est pas un coach, c'est pas un psychologue, ça, là. C'est pas ça. Il faut être capable de reconnaître ses compétences puis reconnaître ses limites. Tu peux donner ton expérience de vie, je peux te donner des expériences parce que je suis plus vieux que toi, mais ça ne veut pas dire que je suis peut-être pas un exemple. Qu'est-ce qui me permet de te donner des divorces? Parce que j'ai 70 ans, puis que tu en as peut-être 30. Pourquoi que c'est quoi? Tu vas en avoir 70 ans, je te le souhaite d'ailleurs. Tu sais, je te le souhaite, mais tu sais, il faut pas se prendre pour d'autres parce que on connaît quelque chose dans un domaine. On connaît quelque chose dans un domaine ou deux, Oui. peut-être trois. Des amateurs dans d'autres. Je ne fais pas juste connaître des arts martiaux, je connais bien des affaires, mais de toute façon, je connais bien des affaires. Je suis au courant de bien des choses. Je ne connais rien dans rien. C'est ça l'affaire. Sauf en judo, puis encore. Encore, dans ce que je fais, je connais certains éléments, mais on serait capable de me boucher dans d'autres éléments. Si on commence à me parler de les techniques modernes, le judo moderne ou non, là, je n'aurais beaucoup à apprendre. C'est pour ça que je ne peux plus coacher parce que ça a évolué tellement vite. Puis physiquement, je ne suis plus capable de les faire parce qu'il y a une autre affaire aussi. C'est dans le temps que j'avais une certaine performance avec mes athlètes, c'est que j'étais capable. J'ai fait de la compétition internationale pendant plusieurs années, à un bon niveau, quand même. Puis, même si je coachais au niveau national, ben, je regardais ça, ben, j'étais capable de faire les techniques. Quand quelqu'un avait moi, j'ai de la difficulté quand on me fait Uchimata à gauche, quand on me prend à gauche, je lève, OK, parfait. Fait que je le prenais à gauche, puis je regardais c'était quoi sa réaction. Puis comme je le filais avec mon corps, je disais, OK, je sais qu'est-ce qui va pas, je sais comment ça peut marcher, change ta main là, fais ci, fais ça. Parce que je l'avais vécu. Maintenant, si je fais une analyse de combat, puis le gars se fait planter comme il faut sur un mouvement, oh, je ne le connais pas, ce mouvement-là, parce qu'il a été déformé. Pas déformé, mais il a évolué. Mais il n'a pas déformé. Parce que des fois, il y a l'évolution, et des fois, il est déformé, il est tout croche. Mais si ça respecte le centre de gravité, si ça respecte le déséquilibre, le sens du mouvement, si tu ne vas pas à l'encontre du mouvement, mais tu vas épouser le mouvement, tu absorbes le mouvement, les règles de base sont là, le mouvement se fait bien, mais là, comme le judo russe, par exemple, le judo ukrainien, puis le judo, ce judo, les gens, c'est du monde qui n'ont rien, ils font juste étudier. Mais ça paraît aussi parce que c'est pas juste des athlètes extrêmement forts, c'est des athlètes extrêmement habiles. Puis dans mon temps, quand on se battait avec des Russes, c'était rough, c'était rugueux pas mal. Tu avais l'impression de te battre avec une meule, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Aujourd'hui, c'est des techniciens, ils ont étudié. Puis le mouvement, maintenant, c'est douette. Ça fait déjà un moment qu'on discute. Fait qu'il faut respecter ton temps. Puis moi aussi, j'ai. Oui, mais t'es une petite fille, toi. Ben, oui. J'aimerais ça savoir. Tu disais que là, tu fais des chroniques, des capsules. Mais tu avais parlé tantôt que tu aurais voulu peut-être écrire un livre. Peut-être que tu étais en train de le faire. Non, ben en fait, écrire un livre sur ce que je sais. Ce que c'est. D'abord, écrire un livre, c'est beaucoup plus long. Oui, je pourrais peut-être écrire un livre, mais c'est de le publier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. C'est beaucoup de travail. Peut-être que je suis paresseux. C'est beaucoup de travail de mettre ça en page, puis de corriger les fautes, puis de le relire, puis pas faire d'erreurs. Tandis que c'est moins spontané. Mettons, c'est moins spontané. Et puis là, avec peut-être. Mais là, je fais des scripts. Quand on fait les fameux vidéos, ben, on me dit, c'est YouTube qui me dit ça, là. YouTube me dit, il faut que tu scriptes. OK. Fait que là, je scripte mes affaires, puis je garde mes scripts. Fait que peut-être ça va faire un livre, je sais pas. Mais le plus important, c'est que
je veux que ça soit diffusé tout de suite. Je veux pas que ça soit pas dans 10 ans, on va avoir 80 ans. Vas-tu être encore lucide? Est-ce que je vais me souvenir du chemin pour venir ici tout à l'heure? Oui, parce que je suis pas pire. Je suis encore assez lucide. Mais ça va-tu être ça dans 5 ans? Va-tu être ça dans 10 ans? Fait que j'ai besoin de te donner le message maintenant. Parce que, j'en ai le goût. Puis j'en ai encore la capacité intellectuelle. Puis mon discours est pas ralenti encore parce que je remarque, je regarde beaucoup les personnes les personnes âgées. Et puis, il y a un ralentissement dans le discours. Il y a une difficulté une difficulté de préciser sa pensée. Moi, j'ai fait mon cours classique, puis j'avais un vocabulaire très étendu. Puis là, je m'aperçois que je cherche mes mots des fois. Fait que est-ce que c'est un signe précurseur de vieillesse? Peut-être. Mais tu sais, il faut que je batte contre ça. La seule façon de le faire, c'est de parler beaucoup. C'est d'essayer de trouver des mots plus Éloquent. Éloquent, tu vois. Je cherche mes mots. C'est pas des menteries, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis donner le message tout de suite. Donner le message tout de suite parce qu'on ne sait pas l'avenir, ce que ça nous réserve. Ça peut s'arrêter demain matin. À ce moment-là, c'est une vie inachevée. Ça va être un travail inachevé. Parce que là, c'est livrable tout de suite. Tant mieux si j'ai le temps de faire un livre ou s'il y a suffisamment de scripts, puis je ne le ferai pas tout seul, ça c'est sûr. Si quelqu'un qui va s'intéresser à ça et qui va dire, regarde, on va prendre ça, on va le corriger, puis on va te le mettre en... Peut-être. Mais le plus important pour moi, c'est d'être capable de m'exprimer parce que confiné à la maison où, je me sens inutile. Fait qu'il faut que... Puis c'est des choses qu'il n'y a pas grand monde je te dirais pas qu'il n'y a pas grand monde qui sait, mais il n'y a pas grand monde qui est prêt à en parler. Les côtés non traditionnels, les côtés non sportifs du judo, les côtés éducationnels, les côtés philosophiques. C'est important parce que c'est pas juste aujourd'hui, c'est les arts martiaux, c'est pour les enfants. Ben non. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup d'adultes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'adultes. Mais c'est une école de vie. Une école de vie, c'est pas de 6 à 15 ans. C'est toute la vie. Puis si tu fais du judo toute ta vie, en tout cas, moi, ça m'a rendu heureux toute ma vie parce que tu fais que. Pourquoi que. On dit t'es une question d'âge. Ça, c'est une autre affaire. Pourquoi c'est interdit d'aller voir des shows d'aller voir des shows de rock? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas de ton âge. Ben voyons donc, c'est pas de mon âge. La bonne musique, c'est de la bonne musique, un point, c'est tout. Ce qui se fait aujourd'hui, ben pas du rap, j'aime pas ça, mais mettons, il y en a de la bonne musique, de maudite bonne musique. Ben, tu y vas là, t'es comme une tache d'huile dans un drap de satin, t'es plus vieux, t'as les cheveux blancs, mais si c'est bon, c'est bon. Ce qu'ils font, Roxane Bruno, par exemple, t'es une petite fille, là. Ben, écoute, t'écoutes ça, ben, les textes, c'est entraînant. Bon, il y en a d'autres, c'est des textes. Il y a des textes extraordinaires. Des gens, des jeunes qui ont une capacité de rendre l'émotion. C'est extraordinaire. Mais pourquoi je n'irais pas à voir parce que j'ai 70 ans? Ben, voyons donc. Moi, ça me dérange pas d'être avec des jeunes. Si ils dérangent eux autres, c'est le problème, c'est pas le mien. Puis si tu avais à regarder, parce que j'imagine que tu côtoies des gens qui sont de ton âge aussi, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu restes peut-être un petit peu plus... que tes capacités déclinent moins, je pourrais dire, Oui. que les leurs? Ben, mes capacités, je te dirais, les capacités physiques, ça dépend, parce que je suis pas mal hypothéqué. Tu sais, le 60 ans, 70 ans, 60 ans de judo, j'ai des genoux artificiels, j'ai les épaules, je fais beaucoup d'arthrose parce que j'ai poussé mon corps à bout. Mais je suis encore capable de faire bien des affaires. L'important, c'est d'aller de ne pas laisser aller son corps gagner sur toi. Il faut que tu sois habitué à l'effort. Parce que plus ça va aller, plus l'effort va être difficile à réaliser. C'est dur le matin de se lever et de faire 4-5 pas. Mais si tu le fais pas, là, ça va être dur au bout de 2-3 pas. Fait qu'il faut que tu pousses. Et encore une fois, il faut que tu pousses la machine. Mais pour sa machine, il faut que tu aies été habitué à le faire. Souffrir un peu les premières minutes pour être capable de continuer. C'est ça. Et surtout, c'est pas de s'exclure soi-même de la société dans laquelle on vit. Parce que, justement, tu as 70 ans ou, puis tu peux plus jouer avec faire du sport. Ben voyons donc. Tu peux pas faire du sport à 70 ans. Le Daigo, il a 96 ans. Il est né en 25. Je sais pas quel âge ça lui donne. Là.
Je suis pas fort en maths. Mais Hidalgo, Ozawa, les gars sont nés dans les années 20. Ils sont sur le tapis de judo tous les jours au Kodokan. Tous les jours. Ils étaient là il y a 20 ans, ils étaient là il y a 40 ans, puis ils sont encore là aujourd'hui. J'ai vu Ozawa faire des uchikomi, c'est des répétitions avec des jeunes. Là. Le bonhomme, il n'est pas loin de 98 ans, je pense, puis il fait encore ça, tu sais. J'ai vu des vieux judokas, j'en ai vu. Awazu Sensei, c'est un maître au sol, c'est un gars du Kansai, il faisait beaucoup de kosen judo. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 60 quelques années. Puis j'étais champion, tu sais, j'étais sur l'équipe nationale. J'étais bon, j'étais super bon. Fait que le monsieur, il m'invite à faire un combat au sol. Donc, moi, y aller, j'irai pas trop fort, et shit. C'était extraordinaire comment il me brassait. C'était épouvantable. Je me disais, si je peux juste sortir d'ici, moi, y aller plus fort, moi, y montrer. Il m'a laissé sortir. J'ai recommencé. Je suis allé plus vite en dessous. C'était vraiment un maître. Le gars, c'était extraordinaire. J'ai vu Matsumura ici. Il est venu. C'était un monsieur qui faisait 50 kilos. Okay? Il avait 80 quelques années quand il venait à Shawinigan, il y a une dizaine d'années. J'avais un de mes élèves, Martin Vaillancourt, qui était un gars de 200 livres, un gars du SWAT. C'était une ceinture noire du SWAT de la région de Montréal, dans la police. Un athlète, un super athlète. Fait que je dis à Martin, vas-y donc, tu avec le bonhomme. Fait que Martin se fait prendre au sol. Il n'a jamais été capable de sortir de là. Le bonhomme avait 80 ans. C'est extraordinaire. C'est ça. C'est ça. Il faut se pousser. Il faut refuser de se laisser vieillir. Ben, vieillir, c'est beau, mais c'est se laisser mourir qui n'est pas beau. Garder son esprit ouvert, puis son corps à la limite de ce que tu peux faire. Puis si tu avais une phrase ou un bref paragraphe pour un conseil aux coachs, en fait, aux enseignants, aux gens qui enseignent, que ce soit aux plus jeunes, aux plus vieux, qu'est-ce que tu pourrais partager qui pourrait les aider à continuer d'enseigner de la bonne façon, si je pourrais dire? Enseigne pour les bonnes raisons, pas pour l'argent. Enseigne pour les bonnes raisons, puis dis-toi bien, tout ce que tu vas leur dire, c'est la vérité, c'est la vérité absolue. Tu peux les détruire, puis tu peux les construire. C'est à toi de choisir. C'était bon. Très concis. Puis, ben, pour terminer, est-ce que c'est en ligne sur YouTube ou est-ce que les gens peuvent... Pas encore. Okay. Je vais lancer ça. J'ai fait mon trailer. Là. Je vais faire ça comme il faut. En fait, je veux avoir peut-être une vingtaine de vidéos de près avant de lancer ça parce que sinon, ça risque de mourir au feuilleton si je ne suis pas capable de fournir. Sage décision. Il faut au moins 20-25 solides, puis tu en sors une par semaine. Ouais. Puis là, ben, à ce moment-là, tu es capable de maintenir quand même relativement un beat, puis tu es capable de maintenir la chaîne en vie. Parce que c'est ça la planification. En fait, c'est la planification de l'entraînement. C'est la même affaire. C'est la planification d'entraînement de faire des vidéos au lieu de faire du judo. Puis est-ce que tu sais sous quel nom ça va sortir? Martialement Vôtre, ça va s'appeler. Martialement Vôtre. Puis je vais conserver les chroniques du prof sur Facebook. Les chroniques du prof, ça, c'est pour mes élèves. Et puis, mes élèves, ceux qui veulent l'entendre. Mais je ne mettrai pas toutes les chroniques sur les chroniques. Les Martialement Vôtres, ça va être pour YouTube. Ceux qui vont vouloir y aller. Fait que de même, il faudrait qu'ils fassent un effort. Si ça les intéresse vraiment. Parce que sans ça, quand c'est donné gratis, des fois, ça intéresse. Mais là, si tu veux, tu vas le voir. Si tu veux pas, c'est pas grave. Oui. Ça va juste être le fun. Parfait. Ben, merci, Robert, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, vraiment. Là, ça me fait plaisir. Ça fait un beau début de semaine. Oui, c'était très inspirant. Puis je voudrais te remercier aussi d'avoir vécu avec intégrité pendant aussi autant d'années. C'était inspirant. Ben, j'espère que